Alors l'info la plus importante de ce podcast, attention, oui, on peut perdre dedans en mangeant une part de pièces montées sur un mariage. Donc attention à tous et à toutes durant vos prochains mariages. Faites attention lorsque vous mangez votre part de pièces montées, on ne sait jamais. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout autre lecteur de podcast qui accepte les évaluations. Vous pouvez également vous inscrire à la communauté Oui Je le veux si vous voulez avoir encore plus de contenu, plein de vidéos et rencontrer plein d'autres photographes de mariage. Vous avez le lien dans la description. Et vous pouvez également partager ce podcast à quelqu'un qui serait susceptible d'aimer ce contenu et que vous pourrez donc aider avec ce contenu. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Julien Pasternak. J'ai toujours le plaisir de recevoir des gens parce que c'est toujours très très cool de discuter, d'écouter d'autres façons de faire et de comprendre d'autres façons de penser. Et Julien Pasternak est un photographe corporate qui s'est lancé également dans le mariage il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça, c'est déjà sa deuxième vie, car avant, il était agent immobilier. Et est-ce que le fait d'être agent immobilier lui a servi pour mieux vendre ses prestations? Ça, il va nous en parler. C'est aussi le créateur du podcast Dans l'œil du photographe, un tout jeune podcast, plus jeune que le mien. D'ailleurs, est-ce qu'il a lancé ce podcast pour se faire connaître dans le monde du mariage ou dans le monde de la photographie? Est-ce que c'est une technique qui fonctionne? On verra ça aussi pendant ce podcast. On parlera de son workflow qu'il a voulu le plus minimaliste possible, tout comme son matériel qui doit absolument pouvoir tenir entièrement dans un sac pour pouvoir voyager en avion en cabine avec lui. Tout ça au point qu'il se nomme même un sans bureau fixe, ce qui a donné le titre à ce podcast. On verra également comment réagir quand on se fait plagier une photo, est-ce qu'il faut attaquer ou laisser couler, et surtout vous comprendrez que cet odieux personnage qu'est Julien Pasternak qui ose en plus faire au micro plusieurs fois, veut se venger de la personne qui l'a empêché de s'amuser durant des années sur ses prestations de mariage, et cette personne c'est moi, alors que je n'étais même pas au courant de ça. Donc Julien, tu es pressé qu'on commence, c'est ça? Ce que tu venais de me dire? Exactement. C'est pour ça que Dès j'ai qu'on mis commence, je enregistré. suis pas très à l'aise de ce côté du micro finalement. Je pensais pas. Alors ce qui est très drôle, c'est que donc là on est mercredi, on est mercredi 1er avril, c'est pas une blague. On a enregistré vendredi dernier le podcast qui est sûrement diffusé avant sur ton podcast, L'œil du photographe et donc pour moi, c'était la première fois que j'étais invité sur un podcast, donc je n'avais rien à diriger et toi, là, c'est la première fois que tu es invité sur un podcast aussi, du coup, tu n'as plus rien, tu ne diriges rien. Je ne dirige rien, je ne contrôle rien et j'avoue que c'est extrêmement stressant. Je sais que ça va bien se passer. Je sais que tu as la réputation d'être très gentil avec tes invités. Ça dépend des invités. Ça dépend si tu le mérites ou pas. Tu as été gentil avec moi, je verrai. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que c'est vrai qu'avant, alors j'ai entendu parler de ton podcast, quand tu as interviewé, Thibaut Bissuel de Regard d'auteur et on est venu vers moi: «Tiens, on va parler de toi et tout» et je t'avoue que je l'ai pas écouté et il faudrait que je l'écoute quand même parce que je veux savoir ce que Thibaut disait de moi et donc tu m'as contacté pour passer sur ton podcast. Je l'ai entendu, pas mal entre-temps. Du coup, comme je te connais pas trop, maintenant je te connais parce qu'on a discuté ensemble et tout, mais pour ceux qui te connaissent pas et tout, qui tu es? Que fais-tu? Où tu es? Enfin tout ça, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, je suis Julien Pasternak, je suis photographe depuis 2011-2012 dans ces eaux-là. Ma société, a existé, un petit peu avant mon activité de photographe puisque je venais du monde de l'immobilier. Donc quand j'ai quitté, ma dernière entreprise en tant que salarié, Mmh. j'ai créé cette société, je suis devenu chasseur immobilier et le hasard a fait que j'ai pris un bureau chez un copain qui avait une agence d'événementiel, qui savait que j'adorais la photo, qui m'a fait travailler en photo. Mmh. J'ai mis 6 mois à gagner mieux ma vie en photo qu'en immobilier. Bien. Je gagnais pas hyper bien ma vie en immobilier tout seul, c'était pas aussi simple, tout seul que dans une grosse entreprise et donc du coup, j'ai transformé la société qui est devenue une société exclusivement tournée vers la photographie, la vidéo et les animations photo. Donc la Les photographie événement. les animations photos, c'est-à-dire? L'animation photo, c'est-à-dire que je fais des reportages photos beaucoup, je fais des reportages vidéo un peu et je propose des animations photos. Ça, je pense que tu as pas vu mon deuxième site internet. Non, ça je suis pas fait, je l'ai pas trouvé. J'en ai deux, j'ai julienpasternak.com que tu as vu et j'ai julienpasternak.fr qui est dédié au côté entreprise, que D'accord. j'aurais peut-être pu te signaler. Ouais, j'aurais dû le trouver, c'est Euh, surtout ça. j'ai changé le nom il y a pas longtemps parce qu'en fait, j'utilisais deux noms très différents pour les deux sites et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire le .com et le .fr.
Mmh. pour avoir 2 sites différents, mais que les gens puissent me trouver facilement dans les 2 cas. Ah si, ouais, il arrive. Ah oui, d'accord, il est difficilement trouvable par rapport à ton .com sur Google apparemment. C'est simplement parce que le point .fr a 2 semaines. D'accord. Il y a toujours ce truc de double activité comme ça. On va parler pas mal de ta double activité de corpo à mariage, puisqu'en fait, tu fais beaucoup de corpo et tu passé au mariage, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Je fais un peu de mariage depuis longtemps. Mmh. Et je vais, pour des raisons que je t'expliquerai au cours du podcast, me concentrer sur faire beaucoup plus de mariages dans les mois et les années qui viennent. Mmh. Et là, tu as choisi donc d'avoir un julienpasternak.com et un julienpasternak.fr. Je me suis toujours dit, alors ça c'est dans ma tête, hein, mais en discutant aussi avec du monde, est-ce qu'il n'y a pas donc enfin, est-ce que c'est pas trop ressemblant? Et est-ce que ça va pas jouer sur les recherches, sur le fait de te trouver? Enfin, on va se dire .fr ou .com, on sait plus trop. Imagine que tu as dit ton site à des mariés, ils arrivent sur ton site corpo, ils comprennent pas trop, ou inversement. Alors ça rebondit de l'un à l'autre de toute façon, c'est-à-dire que sur mon premier site, donc le site mariage, tu peux trouver, si tu es perdu et que tu cherches le côté corpo, tu peux trouver un bouton assez facilement qui va t'amener sur le côté corpo, et inversement, mais c'est possible que je l'ai pas encore activé, Mmh. tu peux avoir un bouton sur l'autre qui te ramène sur le côté mariage. La distinction, pourquoi je suis revenu à ça? Mon site avant s'appelait Sperling Photographie. Sperling, c'était le nom de ma grand-mère. Je voulais pas utiliser mon nom de famille au départ OK. parce que j'avais persisté quand même dans l'immobilier. Je voulais pas qu'on voit mon vrai nom Mmh. apparaître sur le côté photo. Et ces 2 sites existaient en parallèle, et je me suis rendu compte que de toute façon, les gens qui me cherchaient en corporate cherchaient Julien Pasternak Mmh. et tombaient sur mon site de mariage. Donc je préfère avoir un site avec marqué clairement Julien Pasternak mariage, et un site avec marqué que clairement Julien Pasternak événement et corporate, événementiel et corporate. Je pense que les gens s'y perdront moins que ce qui m'est arrivé il y a peut-être en janvier, où j'ai fait un événement et c'est mon beau-frère qui m'avait fait engager sur cet événement-là. Et donc il connaissait pas le nom de ma boîte, il a juste donné mon nom à moi, et la cliente, donc la fille qui gérait toute l'organisation de l'événement, m'a dit: «Ah oui, je suis tombée sur votre site, vous avez des très jolies photos de mariage». Mmh. Ce qui est un non-sens de communication total. Dans ce cas-là, j'arrivais tellement recommandé que je risquais pas grand-chose, mais la réalité, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas et qui voit ça, finalement, il y aura des erreurs. Je préfère qu'ils aient la possibilité de tomber sur le bon site directement. Après, ouais, faut évidemment que ce soit bien visible, qu'on comprenne bien et qu'il y ait cette passerelle entre les 2, quoi. Mais Voilà, et il faut surtout avoir 2 jeux de cartes de visite et pas se tromper quand tu donnes la carte de visite. c'est vrai. Enfin, c'est une question moi aussi que je me pose, hein, pour moi, parce que j'ai mon côté mariage et mon côté auteur et les Ouais. 2 sont sur sébastienroignan.com. Ce site est plus axé mariage, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu vois photographe de mariage, tu vois pas, auteur, parce que j'ai pas encore totalement à fond développé le côté auteur et mais c'est une question que je me pose beaucoup parce que, est-ce que je fais un autre site, tu vois, pour le côté auteur? Il faudra sûrement que je le fasse un jour. Après, il y a le fait de devoir avoir 2 sites, voire avoir 3 sites, voire avoir 4 sites pour moi, Mmh. puisqu'entre sébastienroignan.com, l'autre potentiellement sébastienroignan.fr si tu veux aller par là pour le côté auteur, Mmh. et F1 Le point or, F1.4, le point P, le fun4.com et le guide du photographe de mariage.fr, je te raconte pas le nombre de sites à gérer. un certain nombre de sites à gérer. Je gère moi 7-8 noms de domaines différents en ce moment, Ouais, heu, pour toi? qui est Tout très pour emmerdant toi? d'ailleurs pour moi, pour le podcast, pour tous les anciens noms de sociétés, parce que je les ai gardés vu que mes emails se renvoient les uns sur les autres et que j'ai encore des gens qui utilisent, malgré tous mes efforts, les anciennes adresses email. Mmh. Donc ça t'oblige à les garder quelques années en plus. Ouais, Après, sur ce que tu dis, la séparation entre le mariage et l'auteur, elle a moins lieu d'être parce que c'est pas des activités incompatibles. mmh, C'est même des activités très compatibles, parce que un photographe de mariage qui est également auteur, au contraire, c'est plutôt valorisant. Le corporate et le mariage, c'est 2 mondes. Alors, si tu n'as pas eu cette réflexion avant, tu auras peut-être du mal à te la faire. Si tu n'y as pas pensé, donc tu vas pas forcément faire le lien. Mais le mariage est une discipline vue par un peu tout le monde comme un côté plutôt artistique de la photographie. Le corporate, beaucoup moins. Et en fait, le bien sûr. corporate, quand tu en fais, tu vas te rendre compte que c'est plus une question de volume et de choses très carrées, et qu'il n'y a pas forcément une recherche artistique très, très poussée, et qu'au contraire, les quelques fois où j'ai voulu le faire, ça m'est revenu comme un boomerang en pleine poire, où une fois, je m'étais vraiment sur un événement
C'était il y a longtemps, hein, c'était quand je débutais, donc on parle d'un truc qui devait être fin 2012, tu vois, Mmh. mi-2012, fin 2012, où je m'étais vraiment fait chier il y avait une salle avec des jeux de lumière extraordinaires et j'avais fait des trucs où tu laisses le mouvement traîner, tu vois le mouvement vraiment en toute sa splendeur. Et le client était un ami d'un ami, donc j'ai eu un retour relativement candide sur Mmh. ce que j'ai fait. Il m'a dit bon, il y a des photos, bon, je les ai dégagées hein, parce que ça servait à rien. Mmh. Et ces photos-là. Donc Ouais. finalement, dès que tu es sur du corporate, tout ce côté-là saute, mais a beaucoup moins d'importance. Mmh. Et on parle plus de volume et on parle plus de retranscrire des étapes réellement que de faire de l'artistique. Quand tu parles de volume, tu veux dire quoi? De faire plein de prestations? Tu as une attente d'un certain nombre de photos, par exemple, tu peux pas t'amuser sur un événement qui dure une journée entière à rendre 400 photos, ce que Mmh. tu pourrais faire sur un mariage totalement. Sur un événement qui va durer une journée, ça sera pas possible parce qu'ils vont attendre une espèce de compte rendu de la journée Mmh. et deux, pas bien vu parce que ils te payent un certain prix quand même et qu'ils attendent un retour sur leur investissement qu'ils peuvent chiffrer. D'accord, et donc juste pour bien comprendre ce que tu dis, donc ils en attendent plus que 400, c'est ça? Et sur une journée, ils vont en attendre plus que 400. Sur une soirée, ils vont en attendre entre 300 et 400 sur une soirée qui va durer 3 heures. Mais concrètement, rendre moins de 100 photos par heure, Mmh. c'est c'est un tout petit peu délicat. D'accord. Alors quand je faisais du corpo, parce que j'en ai fait pas mal quand j'ai commencé la photo, j'ai même commencé par ça. J'en ai fait pendant, on va dire, pendant 4 ans, quelque chose comme ça. Après c'était en Bretagne, à Rennes, donc c'était sûrement différent qu'à Paris. J'ai pas ressenti ce genre de choses, tu vois? J'ai pas ressenti le côté, où il fallait rendre beaucoup, beaucoup. C'était pas les évidemment pas les mêmes photos. Fallait pas rendre les mêmes photos évidemment. Il fallait rendre des photos qui montrent, ce que c'est, que eux pourront utiliser. Il faut savoir déjà à la base ce qu'ils veulent faire avec les photos. Est-ce que c'est pour leur communication interne? Est-ce que c'est pour une communication externe? Est-ce que voilà? Et il y a certains passages obligés qu'ils vont vouloir. Après, sur le enfin, après ça a peut-être changé aussi depuis, hein, mais sur le côté volume, par contre, j'ai jamais eu de gros soucis, de ce côté-là. J'ai souvent moi ce retour. D'accord. C'est pas systématique, mais c'est plus courant que ce qu'on veut bien croire. Et rendre trop peu de photos en corporate, surtout que tes clients, c'est toujours les mêmes. Mmh. Enfin, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Si tu veux qu'ils te rappellent, il faut quand même prendre ça en compte et prendre en compte que c'est une entreprise et qu'ils ont besoin de données chiffrées. Il y a aussi un autre truc, c'est que enfin, pour en avoir pas mal discuté, après on arrivera sur le mariage après, hein, bien sûr, mais ça va de pair aussi parce qu'on comprend, enfin, il y a des choses qui sont pour un des gros parallèles. Pour en avoir pas mal discuté, parce que j'étais assez proche évidemment de mes clients et enfin, j'étais très peu genre commandité par un tel, pour un autre tel, pour un autre tel. Ouais. C'était plutôt le client qui m'engageait en direct et donc j'avais le retour direct des personnes qui utilisaient les photos aussi derrière et en fait, à chaque fois, je discutais avec pour savoir le nombre de photos, enfin, en globalement ce qu'ils attendaient et tout et j'ai beaucoup aussi entendu qu'ils voulaient pas forcément beaucoup trop de photos parce qu'après, ils avaient un gros problème, c'est de trier toutes les photos et de savoir lesquelles ils allaient utiliser et tout. Alors il en faut évidemment un peu plus que pas assez. Après il en faut certaines en horizontale, certaines en verticale, enfin pour pouvoir, Oui. Alors, quand faire je tout dis ça. volume, je dis pas d'en rendre 2000 sans tri. Mmh. Non, bien sûr. Mais il faut prendre en compte que voilà, là où tu vas faire un mariage civil qui va durer 2 ou 3 heures et tu vas rendre 200 photos, voire un petit peu moins, ce qui peut arriver. Mmh. Sur un événement entreprise, imagine pas t'en sortir à moins de 300-350 photos. OK. Bon, de toute façon, j'en fais plus, donc je vais pas pouvoir trop là-dessus, mais c'est pas forcément moi ce que j'ai vécu quand j'en fais. Mais c'est bien de le savoir Moi, aussi, c'est ce que je vois régulièrement. Après, j'ai également souvent un intermédiaire entre moi et le client, puisque mes clients, c'est souvent des agences d'événementiel. mmh, Et eux aussi ont besoin j'allais dire de se rassurer, mais c'est un petit peu ça, ouais, mais de dire, ben voilà, vous voyez, il a bien travaillé, mmh. il y a aussi le volume. Il y a la qualité évidemment, mais il y a aussi le volume. Il faut donner différentes variantes aussi pour qu'ils puissent les exploiter comme ils le voudront. Et pourquoi tu as voulu, bah, du coup, faire un peu moins de corpo et passer au mariage et en faire beaucoup plus? Enfin, tu en faisais déjà du mariage, mais, du coup, changer ton pourcentage corpo, mariage? J'ai pas voulu faire moins de corpo, j'ai voulu faire plus de mariage. D'accord. Le corporate me fait
jusqu'à à peu près mi-juin dans l'année. Mmh. J'ai du boulot. Début juin, ça commence déjà à ralentir. Mais concrètement, de juin à fin août, c'est une période assez calme pour moi. Donc Mmh. tu vois l'idée, c'est que cette période-là, j'aimerais bien la remplir par autre chose. Et ce autre chose, ben, c'est forcément du mariage. Mmh. La deuxième chose, c'est que le corporate, c'est pas un domaine sur lequel tu peux beaucoup communiquer. Tu n'as pas toujours le droit de partager des images parce que c'est des photos de soirées pas privées, mais c'est des gens dans leur environnement professionnel qui font la fête, donc ils n'ont pas forcément envie de voir ces photos-là sortir. Mmh. La troisième chose, c'est que ben, artistiquement, tu es un petit peu limité et tu as besoin à un moment, si tu veux essayer de faire des belles photos, de t'orienter vers autre chose que le corporate, D'accord. où l'attente est plus de l'efficacité que de l'artistique. Et tu fait cette bascule, à quel moment? Alors, j'ai pas fait encore cette bascule, je commence à faire réellement cette bascule. Je fais, entre 5 et 10 mariages par an. Mmh. Pas énormément, pas peu, enfin suffisamment pour que ce soit significatif. L'idée, je te dis, c'est d'arriver à 10-12 de façon régulière, Mmh. sur une période creuse. OK. Donc c'est marrant parce que en fait, contrairement, bah, aux photographes de mariage, toi, ta période creuse, c'est l'été et nous, notre période creuse, c'est l'hiver, quoi. C'est là où Exactement. c'est et Exactement. tu Et pas peur de ne pas avoir de période creuse? non, c'est pas ça m'a jamais inquiété parce que de toute façon, je bosse toujours quoi qu'il arrive. C'est des boulots où tu t'arrêtes jamais. Il faut savoir que le corporate, alors de ce que j'ai, des discussions que j'ai eues avec les photographes de mariage, la moyenne, c'est 20-25 événements dans l'année, Oui, ceux tout qui tournent dépend. beaucoup. Mmh. Oui, Enfin, la moyenne, c'est pas la moyenne, mais non. ceux qui tournent bien en général en font 20-25. Moi, je fais 2018, j'ai fait 75 événements. Ouais. 2019, ça a un peu ralenti, j'ai fait 65 événements. Mmh. Donc, si tu veux, le nombre d'événements, ça m'inquiète pas plus que ça. Au contraire, j'en cherche plus. Après, c'est pas la même chose. Enfin, par exemple, je sais qu'à l'époque, j'aimais beaucoup, beaucoup faire du corpo, parce que c'était, des choses assez différentes, il y avait bien sûr de l'événementiel, mais il y avait aussi des Mmh. reportages, des choses enfin, je me retrouvais dans des usines, où tu avais pas le droit de rentrer, où tu devais montrer patte blanche pour rentrer et toi: «Ah bah, je suis avec mes appareils photo, j'ai le droit». Enfin, tu te retrouves dans plein de trucs Ça comme ça. te J'ai donne même accès à des trucs, que personne d'autre n'a l'occasion de voir. C'est ça et j'avais un pote, en gros, une de ses missions photos, c'était, il relâchait des bestioles dans la nature, et du coup, tu avais, enfin, des photos des bestioles qui étaient relâchées dans la nature et c'était trop bien, quoi. Mmh. Tu des trucs Hem, très variés, hein, dans l'événementiel, dans le côté corpo. mmh. Quand on dit corpo, tu as l'impression que c'est que de la soirée, corporate, avec, un DJ et la boîte qui danse, tous mal habillés. C'est pas ça, je devrais pas dire ça en plus, c'est pas bien. Tu vas perdre tous tes Mais, clients. c'est pas que ça. Non, c'est pas toujours eux qui me choisissent. C'est pas que ça. J'ai fait des séminaires, à travers toute l'Europe avec une énorme boîte de cosmétiques japonais. Mmh. Donc j'ai pas le droit de citer le nom, mais bon, je pense que si vous cherchez un petit peu, vous trouverez assez facilement de qui je parle. Eux, pendant 5 ans, j'ai tourné, à travers toute l'Europe avec eux. Enfin, on a été de Édimbourg à Barcelone, à Lisbonne, à Prague, à Berlin, même à Paris. Mmh. Tu as ces choses-là, tu vois, où tu vois, ben, comment ils vont lancer, tel produit, comment ils vont former tous leurs vendeurs Mmh. à le vendre. J'ai fait des reportages sur des lancements d'escape game, Mmh. aux autres Vincennes, dans des centres commerciaux. J'ai vu les coulisses du Forum des Halles, comme ça. Enfin, t'as plein de variétés et c'est assez extraordinaire. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti dans cette Non, direction-là. parce qu'on disait que le corpo, c'était, enfin, je te racontais un petit peu Ouais, moi, ce que varié. j'aimais dans le corpo et pour finir là-dessus, alors, il y a ce côté très, très, changeant que j'aime énormément et qu'on retrouve moins en mariage parce que au final, c'est pas toujours la même chose un mariage, faut pas non plus le dire, mais c'est toujours le même déroulé, il y a les gens qui changent, et ça, c'est Mmh. vraiment cool, mais on va dire que c'est toujours quand même un peu des cérémonies, un cocktail, une soirée, enfin tout ça, il y a des petites choses qui changent là-dedans, quoi. Et alors qu'en corpo, il y a plein de choses qui changent et en plus, enfin pour raconter juste un truc moi qui me vient en tête, c'était pour un de mes gros clients. Je faisais tous les ans, je faisais leur séminaire, d'intégration. Enfin en gros, c'était un séminaire des vendeurs et tout, de tous les franchisés et c'était trop cool parce qu'on en a fait un, dans la baie du Morbihan
et c'était une chasse au trésor dans les petites îles de la baie du Morbihan et moi, j'avais mon propre skipper sur mon bateau à moteur, qui me dit: «Bah, allez, on va là-bas, on va sur cette île, il y a une équipe qui est là-bas, on y va, je fais les photos» et j'étais sur le bateau en train de faire les photos, je m'approche d'eux et tout. Enfin, il y avait ça et puis l'année d'après, ils ont fait un rallye en 2 chevaux et enfin, c'était juste Tu, génial, tu quoi. fais des trucs extraordinaires, mais c'est pas tout le temps non plus. Non, bien sûr. C'est le quotidien. Le quotidien, ça reste la fête du CE. Avec les cadeaux qui sont tirés au sort, tu dois prendre les Mmh. photos de tous les mecs qui reçoivent leur lot. Et c'est plus ça le quotidien que le quad au Maroc en plein désert, tu vois. Oui, mais bon, c'est comme C'est, tout, enfin, tu euh, vois, il y a des bons moments, des moins bons moments et tout ça il et y a des choses. Après, honnêtement, on est, enfin, tu vois, on parle des photographes de mariage qui veulent aller plus vers le corporate, des photographes corporate qui veulent aller plus vers le mariage. Je pense qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. bien sûr. Que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. La chose que je pense, enfin, dans ma façon de l'aborder qui est différente, c'est que moi, je cherche pas à faire moins de corporate, je cherche juste à faire plus de mariage. Mmh. Ça, c'est ça la différence. C'était pas forcément le sujet, c'était juste pour terminer, en fait, là-dessus. Pour moi, il y avait un côté corpo où alors ça a peut-être changé, hein, depuis, je sais pas. Les retours que je peux avoir sur Paris sont différents. Mais, pour moi, on pouvait tu vois, quand tu faisais 75 dates, en corpo, comparé à une vingtaine de mariages ou 25 mariages. Pour moi, le boulot était extrêmement différent. C'est-à-dire que, pour moi, je préférais faire du corpo, à la base, je préférais ça parce que, je gagnais plus ma vie en bossant moins. En tout cas, quand je faisais du corpo, j'étais très facilement payé, 1 000 € la journée, voire plus, en bossant tranquillement. Enfin, c'était beaucoup moins physique et beaucoup moins difficile que du mariage. Le post-traitement était beaucoup plus facile derrière parce que je me faisais beaucoup moins chier et surtout pour avoir quand tu avais tes clients, c'était bon. Ils te rappelaient, alors qu'un mariage, bah, il faut faire le rendez-vous de vente, il faut, faire les rendez-vous avant de préparation, il faut faire la séance fiançailles, il faut, préparer le mariage, il faut aller sur le mariage, il faut post-traiter, il faut rendre, il faut faire le lit, il faut tout ça. Pour une somme qui est un peu plus chère évidemment, qui est un peu plus élevée, enfin quand on se débrouille pas trop mal quand on vend. Mais après, quand tu fais le rapport entre le temps passé et l'argent que tu as à la fin, le corpo pour moi payait beaucoup mieux que le mariage, quoi. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je vais même aller encore un petit peu plus loin de ce que tu dis. Moi, si je voulais uniquement me focaliser sur combien je gagne à l'heure passée, je fais même plus de reportage photo, je fais de l'animation. D'accord. Une animation photo, alors ça peut être le truc que je vends le plus, c'est une animation où je recrée un portrait hollywoodien en volume sur la soirée Mmh. et où je l'imprime. Donc tu vois, c'est un petit studio photo que tu mets en place. Faut savoir régler 3 flashs et comment faire un portrait à l'ancienne en noir et blanc, le sortir rapidement et enchaîner 50 personnes à l'heure. Mmh. Tu fais ça. Ça paye très bien. Tu as aucun boulot de post-traitement parce que tu as tout sorti sur place. Tu es là 3-4 heures, tu es Mmh. payé largement plus que ce que tu serais payé sur un reportage. Tu fais que ça, tu es bien. Là, en fait, moi, il me manque quelque chose si je fais que ça. Mmh. C'est très bien, hein, j'en vis, je veux dire, c'est une part non négligeable de mon chiffre d'affaires. Ça fait partie du boulot. Mais est-ce que tu serais satisfait de ne faire que ça? Mmh. Moi, pas. C'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Mmh. C'est du boulot, c'est de l'argent. Après, je crache pas dessus, je suis très content de l'avoir. Je suis un des rares que je connais qui fait ça suffisamment régulièrement pour bien gagner sa vie avec ça. Mais j'ai quand même besoin de ce côté artistique qui me manque Mmh. et c'est pour ça que j'essaie d'aller développer aussi le mariage. Et puis je me rends compte maintenant que je pousse un petit peu plus fort pour y rentrer, qu'il y a une communauté de photographes qui existe et que c'est plutôt sympa de les rencontrer et de discuter avec eux et que tu apprends plein de choses et que tu peux te faire des bons copains et que voilà, tu progresses aussi en fréquentant des gens comme ça. Tu dirais que dans le monde de la photo corpo, les photographes se côtoient pas trop et C'est plus sont concurrentiel. plutôt les uns enfin, sont peut-être plus en concurrence les uns des autres? On est moins copains. Alors on s'entend bien. Je veux dire, je fais un salon tous les ans qui est d'une fédération. C'est toujours en province, dans une ville de province différente. Tous les ans, je croise le même photographe qui lui est engagé par la fédé. Moi, je suis engagé par l'organisateur. Mmh. On s'entend très bien. Je l'ai déjà fait travailler, il m'a déjà fait travailler, mais on deviendra pas copains. Mmh. Pas aussi fraternel entre guillemets que ce que j'ai pu voir dans le mariage. De tout ce que j'ai pu constater, en tout cas dans le mariage à l'heure actuelle, c'est un groupe beaucoup plus soudé.
Mmh. Et comment t'es arrivé, enfin, quels ont été tes premiers pas comme ça dans ce monde des photographes de mariage et dans cette communauté? Comment t'as ressenti ça? Bah, alors déjà, j'y suis rentré par le podcast, il faut être, tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'avant que je fasse le podcast, j'étais pas particulièrement connu, dans le monde de la photo de mariage et bah, j'ai contacté, j'ai contacté des gens à froid comme ça, hein. Il faut savoir que mon 1er métier, c'était commercial dans l'immobilier entreprise. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant, 7 ans. Donc le démarchage, ça m'inquiète pas trop. Appeler les gens, de nulle part, ça me dérange pas particulièrement. Voilà, que du coup, bah, j'ai contacté des gens dont j'aimais bien le travail en leur disant: «Voilà, j'aime bien ton travail. Il y a pas d'obligation, il y a pas de condition, il y a rien. J'aimerais juste qu'on discute ensemble pour le podcast». Et les premiers, je les ai rencontrés comme ça. Et ça, c'était quand? Et c'était alors le podcast, le tout premier épisode, je l'ai enregistré en décembre, 2019. Le deuxième épisode, je l'ai enregistré avec Thibaut Bissuel que je connaissais un petit peu, avant, qui du coup, m'a permis, bah, d'être un peu plus visible dans le monde des photographes de mariage. Et après, ben, Julien Laurent-Georges que tu as rencontré, Mmh. Ronan que le hasard a fait que j'ai vu ses photos, je trouvais ça bien, j'ai été voir son profil et par un micmac, Facebook nous a rapprochés, automatiquement et du coup on a commencé à discuter et voilà. Et après il y a plein d'autres personnes que j'ai rencontrées, au gré du développement du podcast, au fil du temps où les gens commençaient à entendre parler de moi par ça et voilà. Ce qui est Et assez puis j'ai dingue, gagné c'est mon premier award il y a pas longtemps, en plus, donc ça a permis aussi de qu'on me voit un petit peu plus. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est tout récent, en fait, puisque, en fait, c'est normal que j'avais pas entendu parler de toi avant, puisque déjà j'entends pas parler grand monde, en fait, moi, dans ma tanière d'ours, mal léché. Et en fait, c'est tout récent puisque si tu enregistré ton premier podcast en décembre, dernier, c'est donc 2019, ça fait Ouais, 3 mois, ça fait 5 mois, on est le 1er 3-4 mois. avril. Ouais, 3-4 mois, ouais. À 3-4 mois. Et donc c'est tout récent. Et c'est ça, c'est un truc que je voulais aborder avec toi, on a toujours du mal quand on se lance dans un domaine. Et parmi mes élèves, il y a quand même beaucoup, enfin, j'aide les nouveaux photographes à se lancer dans la photo de mariage, ou ceux qui ont envie de se lancer. Comment tu as choisi ce biais pour te faire connaître? Et est-ce que ça va te faire connaître, parce que ça va te faire connaître aux photographes, mais est-ce que ça va te faire connaître, enfin, ça va te faire connaître chez les photographes, mais est-ce que ça va te faire connaître chez les futurs mariés? Ça ne me fera certainement pas connaître chez les futurs mariés. J'ai pas fait le podcast pour me faire connaître. D'accord. C'est un effet secondaire du podcast. J'ai fait le podcast parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans la tête de gens, Mmh. que je considérais au-dessus de moi. Donc à tous les niveaux, hein. Ça peut être, artistiquement, ça peut être, d'un point de vue business, ça peut être c'est le podcast, en fait, c'était une façon d'aller voir des gens à qui j'avais des questions à poser, de les leur poser Mmh. et qu'ils acceptent d'y répondre. Donc le cœur du podcast, c'est ça. La notoriété et la reconnaissance qui peut aller avec, c'est un effet secondaire très agréable, mais ça n'est qu'un effet secondaire. Mmh. Aujourd'hui, le podcast, je me suis engagé sur 2 ans de podcast, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que si j'ai un auditeur, qui sera ma mère, Mmh. et ben, je continue pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Bon, j'espère que C'est tu en as un peu uniquement plus quand ça. même. J'en ai un petit peu Parce que plus j'ai quand pas même. j'ai pas enregistré un podcast avec toi juste pour que ta mère m'écoute. Non, non, ça t'inquiète pas, il y en aura un tout petit peu plus. Aujourd'hui, au bout de 3 mois et des poussières, on tourne à 350 auditeurs par épisode, Ce qui est ce pas qui est mal. pas mal, compte tenu de la jeunesse, du podcast et puis, ben, on va essayer de développer ça Mmh. encore un peu plus vite. Est-ce que ça fait quand même partie d'une stratégie alors j'allais dire commerciale, mais c'est pas forcément le mot, mais parce que tu viens de me dire que tu as pas fait le podcast pour te faire connaître. Pas directement, c'était pas le but, 1er du podcast. Mmh. Par contre, Je te dirais pas que j'y ai pas pensé, c'était pas la priorité. bah, en fait, c'est une question que je me suis posée parce qu'il y a, alors j'ai pas écouté non plus, parce que j'écoute pas grand-chose, mais il y a un autre podcast qui s'appelle, le Wedding Podcast, hein. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, pour moi, le client cible, en fait. Après, je prends plus mon exemple à moi, tu vois? Quand j'ai créé F1.4, j'ai créé F1.4 juste parce que j'avais envie de créer F1.4, c'est tout. Enfin, Ouais. il y avait rien derrière, il y avait juste l'envie de partager C'est la des seule choses. bonne raison de créer quelque chose comme ça, hein. Pardon, ça a C'est, pas. pour moi, c'est la seule bonne raison de créer quelque chose comme ça, de créer une chaîne YouTube ou de créer un podcast. Si tu le fais, pour la gloire et pour l'argent,
Mmh. Je vois pas comment ça peut marcher. Alors, ni pas pour la gloire ni pour l'argent, mais, tu vois, quand j'ai créé le podcast du guide du photographe de mariage, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en septembre et la chaîne YouTube qui est ma deuxième chaîne YouTube après F1.4, elle a été totalement créée aussi et donc le contenu a été fait pour parler à mon client cible. Puisque, Ouais, enfin, je l'ai dit dès le début, cette chaîne est là pour aider les photographes de mariage à vivre de la photo de mariage et elle le fait et à côté de ça, j'ai mes formations à vendre, et les futures formations qui vont arriver et tout ça. Donc forcément, quand je fais des podcasts, ou quand je fais des vidéos, je me dis: «À qui ça va s'adresser?» Tu vois? Dans l'idée, mmh, c'est qu'il faut que ça s'adresse à des gens qui potentiellement m'achèteront quelque chose derrière s'ils ont envie, si je suis assez convaincant, s'ils en ont le besoin et voilà. Comme je sais que c'est énormément de travail et je pense que tu me diras pas le contraire, hein, que c'est énormément de travail. Bon, le podcast beaucoup moins, mais que de faire des vidéos, de faire du contenu, de le faire régulièrement. Toi, tu es parti sur une fois toutes les 2 semaines, moi j'étais parti sur une fois toutes les semaines, plus les vidéos et tout ça. Il y a un moment, faut qu'il y ait un retour, tu vois? Parce que tu peux pas faire ça toute ta vie, gratos. T'aimerais bien, mais il y a un moment, il faut que tu vives, tu payes tes factures et tout ça et que tu ailles bosser. Parce que si tu fais tes 75 dates plus tes 10-15 mariages dans l'année, faut quand même les faire, quoi. Faut se ouais. les taper, quoi. Donc OK, mais est-ce que tu vois, toi, un après, enfin, est-ce que ce podcast Il y a peut se transférer sur un côté utile de ce côté-là? il y a un après puisque je ne fais rien, qui ne peut pas devenir un moment un business. Mmh. Le truc, c'est que je peux pas trop t'en parler parce que ça n'implique pas que moi D'accord. et heu et que je suis encore en train d'en discuter. Si je dois à un moment rentabiliser le podcast, ce sera, pas de la pub, mais ce sera du sponsoring. D'accord. Voilà, je peux pas t'en dire plus aujourd'hui parce que encore une fois, ça n'implique pas que moi et je suis en discussion avec d'autres personnes, Mmh. et que je sais pas ce qu'ils accepteront que je dise. Mais aujourd'hui, il se rentabilisera comme ça, s'il se rentabilise. Après, il est déjà rentabilisé dans le sens où j'ai rencontré des gens intéressants. Je trouve que j'ai appris des choses plutôt intéressantes. Mmh. De ce point de vue-là, c'est pas une perte, mais bon après voilà, si ça se développe de ce côté-là, évidemment, je vais pas dire non. On a beaucoup enfin, j'ai entendu beaucoup de gens, tu vois, parler du côté, bon, toi, Seb, tu as fait F1.4, tu es sur YouTube, tu es un youtubeur, tout ça et tout, alors qu'à la base, je suis plutôt enfin, je suis pas plutôt, je suis même juste photographe, quoi, avant d'être youtubeur et beaucoup de ma com vient, moi, par YouTube et Ouais. par le fait que je sois connu et que enfin, que les gens me regardent, quoi et enfin, connu est un grand mot, évidemment, hein, mais que les gens puissent, Tu as que une je notoriété. comment? Tu as une notoriété. Voilà, j'ai une certaine notoriété et en fait, c'était pour rebondir sur le côté où tu disais que tu avais rencontré des gens et tout et c'est vrai que cette carte, tu vois? Moi, ma carte F1.4, ma carte maintenant avec le guide du photographe de mariage me permet de rentrer dans les endroits beaucoup plus facilement. Parce que, bah, quand je veux aller interviewer, quand j'ai bon après par exemple William Lamblay, je le connaissais un petit peu, enfin on s'était déjà rencontrés avant, mais est-ce qu'on se serait vraiment rencontrés si j'avais pas eu F1.4, tu vois, à côté? Franck Boutonnet, je l'aurais pas du tout rencontré si j'avais enfin j'aurais jamais osé en 2013 aller l'interviewer si, j'avais pas F1.4 à côté. Peut-être qu'il m'aurait dit oui pour aller boire un verre, j'en sais rien, mais le fait que ce soit filmé, le fait que ce soit diffusé devant des milliers de personnes et tout ça, forcément ça donne un intérêt en fait à la personne. Ça va plus vite. Est-ce qu'on discuterait si j'avais, pas lancé un podcast et je t'avais pas contacté en te disant, ben, est-ce que Non. non, probablement pas. Je Non, ça t'aurais c'est sûr que non. j'aurais pu te contacter de la même manière en disant: «Bonjour, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ta tête. Mmh. Est-ce qu'on peut s'appeler?» Bah, Ça non. aurait, probablement pas marché. Non, parce que beaucoup le font, Un podcast, beaucoup c'est valeur. essayent de le faire et c'est pas que je veux pas, c'est juste qu'après il y a une histoire de temps et vaut Mmh. mieux que ça se passe, tu vois? Par toi qui a 350, 400, 500 et plus de gens qui vont arriver, de personnes qui vont l'écouter. Comme ça, je peux le dire une fois et c'est répercuté, plutôt que de le dire à une personne. Enfin notre temps est pas infini, quoi, c'est ça le truc, quoi. Donc il faut créer une valeur et derrière et ben, ça t'ouvre certaines portes. Sur ton site, tu as une partie blog qui est pas ultra commune puisque tu parles de plein de choses différentes, dont, une chose moi que j'aime beaucoup, c'est le côté workflow, le côté, travail, enfin comme ton organisation de travail et tout quoi. J'ai vu dans tes derniers blogs que tu parlais de l'iPad, Ouais. et dans un article où tu disais que l'iPad faisait vraiment partie de ton workflow de travail, même de retouches des fois et autres. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton workflow et comment tu l'as imaginé? Peu de retouches, juste je précise parce que sinon on va se faire, attaquer de tous les côtés parce que, comme tu ne peux pas calibrer l'écran d'un iPad, tu n'as pas, une colorimétrie parfaite à chaque fois. Mmh. Donc sur des certaines petites choses où c'est pas grave,
Je peux le faire de temps en temps, mais l'iPad, c'est surtout le tri, c'est surtout l'administratif, c'est tout le reste. C'est même le montage de mon podcast. Tiens, j'ai un D'accord. logiciel dessus et je monte dessus. Le pourquoi de l'iPad, il est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire au départ. En fait, pendant très longtemps, moins cette année, plus cette année, parce que ma cliente a perdu cette cliente, donc je faisais des séminaires à travers toute l'Europe pour une grosse boîte de cosmétiques japonais. Et donc, ça voulait dire que à peu près tous les mois, je me retrouvais 3-4 jours en vadrouille avec une tonne de matériel. Mmh. Ce qui posait des problèmes en soi, parce que partir en avion sur des vols qui sont tout le temps low cost, avec une valise avec 2 5D Mark III dedans et tous les objectifs, donc qui rentraient pas dans les bagages cabines autorisés par ces boîtes-là, qui tenaient pas en poids, et elles se retrouvaient tout le temps en soute. Mmh. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de réduire au maximum ce que je transporte. Et donc, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dois réussir à faire tenir tout mon bureau dans un sac à dos. Mmh. L'intégralité de mon bureau, ça veut dire l'ordinateur également. Donc, j'ai trouvé des appareils photo qui sont plus petits, j'ai trouvé des lentilles qui sont plus petites, j'ai trouvé des flashs qui sont plus petits, j'ai trouvé des flashs studio entre guillemets qui sont plus petits quand j'ai des jobs à faire. J'ai trouvé une imprimante photo qui est plus petite. J'ai tout trouvé qui était plus petit, et le truc plus petit que j'ai trouvé de l'ordinateur, je peux pas me passer d'un 15 pouces à la maison parce que c'est un confort quand tu retouches des photos. Mais ce que j'ai trouvé qui pouvait remplacer un ordinateur de plus proche, c'est l'iPad. Mmh. L'iPad Pro pour être plus exact. Et donc le jeu que j'ai aujourd'hui, c'est d'arriver à faire tenir tout mon workflow sur un iPad. D'accord. Donc ça veut dire que mon blog est géré sur mon iPad. J'ai changé d'hébergeur à l'époque parce qu'il y avait une application iPad qui fonctionnait très bien. Et donc, je suis hébergé chez Squarespace pour cette raison-là et pas pour autre chose, Mmh. même s'ils sont bien par d'autres aspects, mais ça a été le truc principal. Ma banque, ma compta sur l'iPad, mon administratif sur l'iPad, le montage des podcasts sur l'iPad. Et aujourd'hui, l'ordinateur, il me sert quand on est en train d'enregistrer à distance parce que ça n'existe pas encore sur l'iPad. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à tout faire dessus. Pourquoi donc ça? Parce que quand je me déplaçais sur ces séminaires, tu dois rendre un certain nombre de photos assez rapidement, donc tu es obligé d'avoir un ordinateur. Et sur ce séminaire en particulier, on va dire que j'arrivais le mardi. Le vendredi matin à 11h, ils diffusaient un film du séminaire. Mmh. Et ce film, c'est moi qui le filme et c'est moi qui le fais. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'un ordinateur et de tout ça. Et j'ai passé très longtemps à trouver ce système qui me permettait de me passer de l'ordinateur. Je l'ai fait sur le dernier séminaire que j'ai fait avec eux, qui est probablement un des derniers que je ferai, puisque ma cliente a perdu ce client, malheureusement. Donc au moment où je suis au point, je l'ai plus. C'est dommage. Mais voilà, l'idée a toujours été d'arriver à fonctionner avec juste quelque chose de petit et de léger que je peux toujours avoir sur moi, Mmh. dans un petit sac, avec un petit appareil photo. Et mon idée, c'est que mon sac, qui fait une 30aine de litres, Mmh. contienne absolument tout ce dont j'ai besoin pour travailler. D'accord. Comme ça, tu l'as toujours avec toi, tu l'as dans l'avion en Quand tu es en avion, tu l'as avec toi dans l'avion, il tient sous le siège devant tes pieds, donc il n'y a aucune discussion possible Mmh. au moment d'embarquer. Quand tu es sur un mariage ou quand tu es sur un événement, tu peux avoir absolument tout ce qu'il te faut sous la main. Et si on te demande une photo, eh ben, tu peux la faire assez rapidement Mmh. et facilement, sans avoir à trimballer un ordinateur qui fait, je rappelle, le MacBook Pro qui est devant moi pèse un peu plus de 2 kilos. Mmh. Alors que l'iPad, il fait? Et l'iPad fait 500 grammes sans la couverture. D'accord. Oui, donc il y a quand même une différence, quoi. Il y a 1,5 kg de différence, c'est pas négligeable. L'encombrement est pas le même. Et la grosse différence, c'est que ton iPad, tu le sors n'importe où, n'importe quand, vite, Mmh. et tu es rapidement en train de bosser. Alors que ton ordinateur, tu le sors, souvent il est éteint, tu le rallumes, il faut que tu ailles lancer un truc, tu pas de connexion, l'iPad t'es connecté tout le temps. Mmh. Donc ça veut dire que je suis sur un événement, ce qui m'arrive régulièrement avec un de mes clients qui a tout le temps des jobs sans arrêt pour moi. Il m'en parle juste avant que l'événement commence, je suis là une demi-heure avant. Il me dit, tiens, au fait, j'ai un événement, tu peux m'envoyer un devis? Je lui fais le devis sur place Mmh. et je lui envoie. On a fini cette conversation, il a reçu son devis. D'accord. Ce que je pourrais pas faire avec un ordinateur. Et tu utilises quoi comme, comme appli pour tes photos, pour les trier, tout ça? Enfin Alors, les photos, c'est Lightroom.
Alors les photos, c'est le seul truc un peu hybride entre les deux. J'importe dans l'ordinateur, je synchronise avec l'iPad. Il faut savoir que le tri sur l'iPad est infiniment plus rapide. Je ne sais pas si c'est lié au type d'appareil que j'utilise parce que je shoot en Fuji et j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien géré les RAW Fuji dans Lightroom sur Mac. Mmh. Mais par contre, sur l'iPad, c'est instantané et c'est extrêmement rapide. Donc pour le tri, c'est même plus rapide que Photomécanique. OK. C'est te dire à quel point ça va plus vite. Et après, moi, je fais les grosses retouches sur l'ordinateur. Le podcast, je l'enregistre sur une tablette spéciale qui s'appelle un Rodecaster Pro. Je l'importe sur l'ordinateur parce qu'il faut faire une conversion des fichiers pour avoir le multipiste. Et après, je synchronise avec l'iPad. Je le monte sur une application qui s'appelle Ferrit. D'accord. Ma facturation, c'est un site qui s'appelle facture.net. Ça marche très bien. Mmh. Euh, tous les courriers, ben, c'est des applications relativement standards. Les tâches Things. Mais tout est fait pour que je puisse bosser d'où je veux, comme je veux. Je rigole souvent, et c'est d'ailleurs, je pense que c'est ce que tu as vu comme article sur mon site, ça s'appelle Sans bureau fixe. Mmh. Je rigole souvent en disant que je suis sans bureau fixe. Mon bureau à la maison, c'est un petit bureau pliable au milieu du salon. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on est en plein coronavirus. J'ai 2 enfants. Je me suis enfermé dans la chambre pour pouvoir discuter tranquillement avec toi. Si j'ai pas la possibilité d'aller m'enfermer dans la chambre ou sur le balcon avec un petit appareil ou me mettre dans un coin, travailler, ça va être très compliqué. Ça me facilite énormément la vie. Mmh. Au quotidien, je pense que tu bosses de chez toi, mais j'ai l'impression que tu as une pièce Oui. séparée. Moi, j'ai pas une pièce réellement séparée. Au quotidien, bosser de la maison, ça peut vite être problématique quand tu as une télé sous la main et que tu pas vu la dernière série Netflix. Donc souvent, je sors. Je vais dans un endroit qui s'appelle l'Anti-Café. Il y en a plein Mmh. à Paris. Qui est un endroit que tu payes à l'heure, qui est fait pour travailler. Donc, la grosse différence entre eux et le Starbucks, c'est que eux, c'est confortable et tu peux rester plus de 20 minutes assis sans avoir mal aux fesses. Et j'aime bien tous ces endroits-là. Et accessoirement, ça me permet de rencontrer du monde. J'ai une blague très drôle sur les anti-cafés, une anecdote très drôle sur les anti-cafés. J'étais dans un anti-café à une époque sur mon site, sur mon ordinateur, j'avais collé un autocollant avec l'adresse de mon site Mmh. parce que je m'amusais à fabriquer moi-même mes autocollants et du coup j'avais fait ça sur mon ordinateur et j'étais assis en face d'une fille et à un moment elle me dit excusez-moi, j'ai été voir sur votre site, il y avait marqué julienpasternac.com photographe et je me marie. Tu Et tu vois, rentabilisé. c'est le genre de truc où tu vas. Il suffit de mettre un petit autocollant tout bête sur ton ordinateur et les gens savent qui tu es, ce que tu fais rapidement et tu peux faire des rencontres incroyables. Tu peux poser tes cartes de visite là-bas. J'ai déjà eu plein de contacts Mmh. parce que j'ai laissé mes cartes de visite dans des endroits comme ça. Tout le monde démarre, tout le monde s'entraide, tout le monde est sympa. C'est assez agréable et c'est aussi un moyen de voir des gens quand toi, ton métier fait que finalement, tu travailles souvent de manière assez isolée. Mmh. Ce qui est assez En drôle, fait, c'est que quand tu parlais de l'anti-café, moi j'ai beaucoup été aussi dans un anti-café parce que le 1er qui est arrivé à Lyon, c'était il y a quelques années maintenant, ça doit être 4 ans, quelque chose comme ça et il s'est installé à aller à 70 mètres de mon appartement, de l'appartement que j'avais avant et heu et en fait, j'ai toujours cherché des endroits pour me caler et en fait, j'avais toujours eu besoin de sortir de, alors moi, faut savoir que je bosse beaucoup chez moi. Alors j'ai ma pièce, avant, enfin, c'était mon salon, c'était ma pièce de travail et tout ça et puis comme je vivais tout seul, il y avait pas de problème. J'ai besoin de ma pièce, j'ai besoin de mon endroit. Mais le truc, c'est qu'il y a certaines choses que j'arrive pas à faire devant mon bureau. C'est-à-dire comme écrire. Écrire, j'ai beaucoup de mal, parce que je suis pas ouais. dans cet univers-là, j'ai toujours un film, j'ai toujours un truc, j'ai toujours, enfin, j'ai du bordel sur mon bureau et tout ça. Et je me suis dit: «Les seuls endroits où je peux écrire, où je peux me mettre à créer quelque chose et tout, c'est dans un café ou enfin aller dans un autre endroit». Sauf que je déteste les Starbucks ou les trucs comme ça, bon, d'un parce que c'est Starbucks et de 2 parce que, il y a tout le monde crie, tout le monde, enfin il y a des couillonnes qui sont en train de faire: il y a des connards qui sont en train de blablater ou de mettre de la musique ou C'est tout pas un ça. endroit pour bosser le Starbucks, Non, contrairement à ce qu'on peut croire. Les gens carrément. s'imaginent que c'est l'endroit parfait parce que tu peux te poser longtemps. C'est pas vrai et c'est pas fait pour. Et Mmh, c'est un endroit, c'est comme un McDo où tu peux te poser. C'est fait pour que tu sois à l'aise 20 minutes max mmh et que et tu que te tu te barres. casses. Bah oui, parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de faire du roulement, en fait. Alors que Exactement. et là, l'anti-café était vraiment le côté, bah, on paye à l'heure et on peut manger et boire ce qu'on veut. Alors, pas boire ce qu'on veut C'est exactement. Il y a pas non plus des plats, il y a pas un burger frites, le midi, hein. Mais ça m'arrivait souvent, par exemple, d'y aller le midi. Je me disais: «Bah, je vais payer, allez, je vais payer 10 balles mes 2 heures, même pas, mes 2 heures et demie, 3 heures,
comme ça, et je vais me faire une bonne salade, un truc, enfin je vais plutôt que d'aller, tu vois, manger à un resto ou un truc comme ça, bah, en fait, pour le même prix, tu as ça et la tranquillité. Parce qu'à Mmh. Lyon, il y a une pièce en bas et je me mettais toujours à la pièce du bas. Il y avait rarement du monde, enfin, aux heures auxquelles j'allais et je me plaçais en bas et tranquille et là, j'avais la musique, j'avais la fibre en plus. Ça, c'était cool. J'avais la fibre et je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Ah, mais c'est sous-estimé, mais Mmh, c'est un bon compromis et c'est un bon endroit pour aller travailler ouais. et Par par contre, j'ai rapport même à des un truc ouais. là-dessus à dire. Ne faites pas de rendez-vous de mariage là-bas. Parce que, Ah non. je l'ai fait une fois parce que il y avait vraiment aucun autre endroit où je pouvais aller. Le problème, c'est que comme mes rendez-vous de mariage durent 3 heures, 3 fois 5, on va dire, c'est 5 € de l'heure. 3 fois 5 fois 3, ça revient cher pour avoir bu 4 thés et 2 cafés, quoi. C'est le prix d'un bel hôtel, un verre dans un bel hôtel de luxe, C'est ça qui t'aurait certainement donné, et je pense que j'ai pas eu le une mauvaise mariage impression. parce que quand ils ont vu la note à la fin, ils ont fait: «Ah merde». Je sais pas, mais c'est ouais, non, c'est pas un bon endroit pour les rendez-vous, mais par contre, c'est un très bon endroit pour se concentrer. Carrément. Donc, c'est conçu pour. Je pense que je te disais ça parce que je te parlais du côté sans bureau fixe Ouais. et que je parlais de l'iPad, en fait, au départ. C'est ça. Mais non, mais ça fait partie de ton workflow. Moi, c'était ton workflow, en fait, qui m'intéressait et on a le pourquoi du comment et comment tu as cherché tout ça pour y arriver voilà, on a en fait, toi, tu avais cette problématique de devoir être réactif et de bouger beaucoup et tout ça. C'est la même chose que quand tu pars en mariage et que tu es en voiture ou que tu es en train. Mmh. En voiture, tu t'en fous, tu mets ça dans ton coffre, tu t'en fous Ouais. d'avoir pris un truc en plus ou 4 sacs au lieu de un et tout ça. Par contre, quand tu prends le train, tu veux pas te trimballer 4 sacs parce que c'est juste pas Ouais. possible, quoi. Donc Non, non, mais tu réfléchis. c'est évident. C'est devenu en fait, c'est vraiment devenu un jeu et c'est devenu, enfin, j'en parle sur le site, limite à un moment, j'étais prêt à en faire une série sur YouTube ou un truc comme ça, tu vois? Mmh, Mais, par exemple, j'adore toutes les vidéos, dans mon sac. Les gens qui t'ouvrent leur sac, qui t'expliquent comment ça fonctionne, mmh, comment ils s'organisent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont choisi tel truc. Ça, je regarde quasi systématiquement parce que tu as des idées, là-dedans à choper qui sont, juste mais, géniales, quoi. Et après, la deuxième chose dans ce workflow, c'est que j'hésite pas, à modifier, si besoin au ciseau, des trucs. Genre mon sac, est adapté, il y a des trucs de tous les côtés, je démonte des pièces, j'en rajoute, d'autres, voilà, simplement parce que je l'adapte réellement à mes besoins. d'accord et tu quoi comme sac? Voilà, un Peak Design, Lequel? le Everyday Backpack. D'accord, donc Voilà, tu es avec, content et tu arrives à tout mettre ouais, dedans? non, j'en suis ravi, tout tient dedans, ça fonctionne très bien. J'ai mis très longtemps à l'aimer. Ouais. Quand je l'ai eu, j'avais un sac, classique, noir, carré avec une grande ouverture sur le dessus et je l'ai acheté, séduit par le discours marketing. Je l'ai détesté, la première année Mmh, et je l'ai gardé quand même et un jour, je m'y suis remis et je pourrais plus jamais, changer de sac. C'est, une fois que tu l'as adapté à tes besoins, c'est génial. C'est, les poches extérieures, en fait, tout le monde met son trépied, sa bouteille, son machin, son truc. Je mets toutes mes batteries, toutes mes cartes mémoire accrochées avec leur système, de clip. mmh, Tout est là, accessible facilement. Tout ce dont j'ai besoin dans la journée, j'ai pas besoin d'ouvrir le sac, pour. À l'intérieur, j'ai rajouté, des étagères, supplémentaires parce que voilà, c'était plus logique pour moi. Tout est arrangé, tout est organisé, de manière à ce que je sois plus efficace. d'accord et ça t'a mis Voilà. longtemps à trouver ça? Pour l'adapter réellement, j'ai mis peut-être un mois à regarder toutes les vidéos de tous les mecs qui faisaient des tests et comment ils fonctionnaient avec, parce que tout le monde le personnalise ce sac. Mmh. Donc j'ai pris les meilleures idées à droite à gauche, en fait. Parce que c'est marrant, j'entends beaucoup, beaucoup de monde, détester ce sac, hem, parce qu'ils l'ont pas, enfin sûrement parce qu'ils l'ont pas setupé et moi j'ai le travel, backpack, qui n'est pas un sac pour partir en shooting. C'est vraiment un sac Mmh. pour partir en voyage, et tu peux mettre par contre beaucoup, 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 beaucoup de choses dedans. Moi les avions, enfin je mets tout mon matos dedans, mon sa heureusement qu'ils pèsent pas trop les sacs qui vont en cabine parce que sinon je serais dans la merde. Mais Le jour où ils le font, il passera en dessous, ça m'est déjà arrivé. ouais, bah, J'ai 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 misé dessus. Maintenant, le truc que je dis tout le temps quand, j'ai un problème, quand ils veulent envoyer mon sac en soute, c'est: «Écoutez, j'ai 35 batteries dans mon sac. Comment ouais, on fait?» Ça passe. oui, c'est vrai. Avec les batteries du drone et tout, en plus, ça peut vraiment bien passer, ouais, carrément. Drone, flash, je suis en Fuji, donc 11 batteries, Oui. Fuji pour les appareils photo. Flash, 4 batteries. Les flashs, les Godox AD200 que j'utilise quand je me balade, ils sont forcément dans le sac. J'en ai 6, Mmh. donc elles sont dans le sac. Le drone, j'en ai 3. Donc voilà, il y a déjà, rien qu'avec ça, puis tous les autres trucs, le Mac, l'iPad, le téléphone,
tout ça, voilà, t'as 30 batteries dans le sac, ils te font pas chier. Oui, puis t'as juste pas Ils vont envie de demander mettre tout ça en soute, quoi, vu comment ils s'occupent du matos, enfin des bagages, bien t'as sûr. pas envie. On passe maintenant au côté mariage. On va revenir un petit peu sur le mariage. Donc là, tu me disais que tu avais commencé, aussi en 2012, quelle a été ton évolution, petit à petit? Tu me disais que tu avais commencé par un ou 2 mariages comme ça, que ça a quoi été c'est enfin, que ça a quoi été? C'est Alors, pas français. Quelle a été ton évolution de ce côté-là? l'évolution, elle a été un peu plus longue que ça. J'ai commencé en 2012, j'ai commencé en faisant des photos de soirées en boîte de nuit. D'accord. Heu c'est les premiers trucs que j'ai fait, sachant que l'ami qui organisait ces soirées était également agent d'événementiel, donc dans le même temps, il a commencé à me faire travailler sur des événements entreprises. Mmh. Par le biais des soirées en boîte de nuit, ben, j'ai rencontré plein de monde, des DJ, des gens qui travaillaient dans les trucs et tout. Et mon tout premier mariage, c'est je suis en train de tous les retrier là parce que, bah, du coup, j'ai le temps de le faire et de regarder un peu ce que j'ai fait et de refaire mon site internet. Mon tout premier mariage, c'était en 2014. D'accord. C'était un petit mariage entre potes, ils étaient 20, ils avaient 0 budget, je l'ai pas fait gratuit mais c'était pas loin. Et j'ai revu les photos et je me suis bien marré. Heu, voilà, j'ai commencé comme ça. À la base, bon, c'était pas un rêve. Moi, mon rêve, c'était de faire de la photo. J'étais en train de le vivre à fond, quoi. Tu vois, j'étais payé pour faire des photos. C'était extraordinaire. Je m'étais pas encore posé cette question du côté créatif, artistique. Pour le moment, j'essayais de gagner de l'argent Mmh. et de gagner ma vie et d'arriver à payer un appartement comme ça. Et la même année, donc en 2014, je me suis moi marié et ma photographe de mariage, qui s'appelle Peggy Picot, heu, était extraordinaire. Mais Mmh. vraiment, était, vraiment elle m'a laissé une impression, mais c'est pas bonne, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je t'en parle encore aujourd'hui, j'adore cette fille, j'adore cette photographe. Les photos étaient dingues et je me suis dit: «J'aimerais savoir faire ça». Mmh. Vraiment, ma première vraie rencontre avec la photo de mariage, c'est ça. Ça, c'est très beau. D'accord. C'était joli. Je revois ces photos, à chaque fois, je suis ému. Aujourd'hui, je suis au stade, j'ai 2 enfants qui ont 2 et 4 ans, qui sont en train de regarder les albums de mariage. Mmh. Je les revois, souvent. Voilà, c'était ça ma première vraie rencontre avec la photo de mariage, c'est mon mariage. D'accord. Et après, c'est venu, au gré des occasions, des opportunités. Ben, tu sais, tu fais beaucoup d'événements comme ça, de soirées, de boîtes, de choses comme ça. Tu rencontres plein de monde. Il y en a toujours un qui a un pote qui se marie, il te recommande. Mmh. Tu es engagé, puis tu commences à communiquer un petit peu dessus, puis on te voit, puis tu fais le tour des copains. Et voilà, petit à petit, tu te retrouves à faire 5, 6, 7 mariages, dans l'année. D'accord et ça c'est, enfin, tu t'es arrivé dès 2015, tu as réussi à faire ces 5-6 mariages ou c'était, Non, 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 j'ai fait plus longtemps 2 mariages par an, voire 1. 2017 pour moi, c'est l'année, à tous les niveaux, l'année pivot, en fait. Je vais partir du principe que vous avez entendu le podcast qu'on a enregistré de mon côté, quand vous écoutez celui-là, je parle aux auditeurs. Tu m'as recommandé un livre qui s'appelle, The Millionaire Mind, Les secrets de l'esprit millionnaire? L'esprit millionnaire. Mmh. Je l'ai pas trouvé en français, je l'ai acheté en anglais du coup. Ce livre, à un moment, il dit un truc que j'ai, toujours cru assez fort. Il dit: «Quand tu demandes quelque chose, quand tu penses quelque chose, l'univers te répond». Mmh. Alors l'univers étant, ce que tu veux, hein, il y en a pour qui c'est Dieu, il y en a pour qui c'est, ton propre esprit à toi. Moi, je pense que quand tu veux quelque chose, tu orientes tes actions dans cette C'est ça. direction-là. Et jusqu'en 2017, je tournais bien en corporate, mais j'étais pas encore, enfin jusqu'en 2016 en fait. Je tournais bien en corporate, mais j'étais pas encore à un vrai gros rythme. Et je faisais encore beaucoup de boîtes de nuit. Donc boîtes de nuit, pour ceux qui l'ont vécu, c'est pas beaucoup de budget, pas mal de travail. Mmh. Et j'avais réussi à trouver, sur les dernières années, un deal, qui était assez intéressant, qui me payait mon taux horaire, mais que je restais que 2 heures. Donc c'était à peu près correct et ça allait. Mais à un moment, bah, j'ai eu une petite fille et je me suis dit que ce serait pas déconnant que ça se calme un petit peu le milieu de la nuit. Je me suis pas dit Mmh. qu'il fallait que j'arrête, mais je me disais: «J'aimerais bien que ça se réduise». Mmh. Et puis comme par hasard, bah, à ce moment-là est arrivé un mec avec qui je m'entendais pas du tout, qui a voulu tout remettre en cause. Donc il voulait me payer la même chose, mais il fallait que j'arrive, à 11 heures, il fallait que je parte à 5 heures du matin, D'accord. heu et cetera et cetera. Donc de fil en aiguille, bah, on s'entendait pas et puis bon, ils ont arrêté de m'appeler. Et du coup, mon business derrière a explosé. Mmh. Je me disais, tu vois, j'aimerais gagner mieux ma vie, j'aimerais faire moins de trucs très tard. Et juste à ce moment-là, j'ai eu plus de temps pour le marketing, j'ai eu plus de temps pour le démarchage. C'est parti. D'accord.
Pour le côté Et corpo, tu disais? Ou pour, pour aussi le un peu côté mariage? corpo et puis le mariage a un petit peu suivi dans le sens où j'en ai fait quelques-uns. Je suis probablement pas le meilleur à l'heure actuelle, je suis plutôt bon quand même. Donc, bah, une fois que les copains ont vu les mariages des uns, les mariages des autres, il se passe, ça, je pense que tu as le même fonctionnement et qu'à peu près tous les photographes de mariage ont le même fonctionnement. C'est que tu sautes dans une bande de potes, tu sautes de l'un à l'autre assez facilement, assez rapidement. Que quand ils se sont mariés, ben, derrière, il y a des naissances, il y a des baptêmes, Mmh. il y a des choses comme ça et que ben, les gens te rappellent. Et en même temps, le côté corpo a vraiment explosé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais mes 3 gros clients qui me faisaient chacun un bon quart de mon chiffre d'affaires et le reste, je le faisais soit par du mariage, soit par des plus petits événements que je trouvais directement. Je pense que c'est bien de ce que tu as abordé le côté, si tu laisses de la place à quelque chose, l'univers au final va te le donner. Et c'est vraiment un truc qui pour moi est très, très fort. Je Mmh. crois pas en Dieu, je crois pas, enfin je j'ai pas forcément de gros trucs mystiques et tout. Mais en fait, je suis plus partant sur le côté quand on va diriger, comme tu disais, nos actions pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et suffit des fois d'un déclic, il suffit des fois d'un truc, Mmh. une petite action qui va engager une autre petite action et qui dans 1 an ou dans 2 ans, au moment où on se dira: «Tiens, c'est bon, j'ai le déclic», va nous amener le gros truc. Et tout arrivera au fur et à mesure parce qu'on Ça aura s'enchaîne, préparé la place pour, en fait. mais ça s'enchaîne. Mais enfin, si tu le prends de manière extrêmement plus large, tu peux voir des signes partout. Mmh. Je te dis, je fais des séminaires à travers toute l'Europe avec une grosse boîte qui fait des formations en fait. Et bah, là, j'ai 2 enfants. Et à un moment, c'était compliqué ces voyages-là. Je partais le lundi, je revenais le samedi. Mmh. Et je me suis dit, bah, ce serait bien si je faisais un peu moins de voyages. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ma cliente, agence événementielle, qui gère ce compte-là, perd ce compte-là. Mmh. Et là, tu te dis, bon, ben, en fait, je l'ai appelé. Donc là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Et là, tu fais: Ben, «Et je merde, vais. pourquoi j'ai appelé ça? J'ai Non, plus de non, mais en clients». fait, non, parce que la réalité de l'événementiel, la question, c'est pas si tu vas perdre un client, c'est quand tu vas perdre un Oui, client. bien sûr. Toujours. Toujours. C'est pas. Il y a trop. Déjà, si tu fais de l'événementiel sérieusement, tu es en contact avec des agences d'événementiel et pas toujours avec des clients, mais le gros de tes clients, en fait, c'est des agences d'événementiel. Mmh. Donc, ça veut dire que tu as deux opportunités de perdre ton client. Tu as toi la possibilité de perdre l'agence événementielle, mais tu as la possibilité que l'agence événementielle perde, elle, le client. Mmh. Donc, déjà, de base, ça arrive forcément à un moment. Moi, j'ai fait 5 ou 6 ans avec eux quand même. Mmh. J'en ai fait des voyages hein, avec eux. Ça m'a bien nourri pendant des années. J'ai pas de regrets, j'ai pas de rancœur particulière par rapport au fait que ça se termine, même s'il en restera encore parce qu'il y a plusieurs niveaux de décision et qu'on en a perdu un qui est celui qui faisait le plus d'événements, mais qu'on n'a pas perdu les deux autres. Donc ça me laisse quand même deux gros événements avec eux dans l'année. Mmh. Mais ça m'a laissé de la place à un moment où je me disais, ben, et si je me retournais un peu vers le mariage et je diversifiais un petit peu mon activité aussi pour être plus résistant à ce genre de choses. Donc, tu vois, là, je me dis, ben, si je veux faire ça, il va falloir que je refasse mon site, il va falloir que je réfléchisse à plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a 1 mois et demi sur les bras, Mmh. sans travail, où j'ai tout le temps de le faire. Je l'ai appelé de mes voeux. Désolé tout le monde, c'est ma faute. Ah, c'est de ma faute aussi. Je t'ai dit: «Tiens, s'il pouvait y avoir un petit moment où on peut être un peu plus tranquille et tout». Voilà, mais je pense que tout le monde s'est dit ça. Et puis voilà, il faut le voir comme ça. Tu peux voir le fait que pendant 1 mois et demi, tu es coincé à la maison et tu peux rien faire, ou tu peux te dire que ben, c'est une opportunité. Mmh. Et je reste persuadé que les plus belles opportunités naissent des pires coups durs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Parce qu'on réfléchit les choses différemment et on est Mmh. obligé de, en fait, c'est marrant, je regardais un truc hier soir, sur, enfin, c'est plutôt Jessica qui regardait le JT et parce que je regarde pas ça et il s'étonnait dans le JT que, beaucoup de Français devenaient créatifs, pendant ce confinement. Et ça m'a fait rire parce que ça vient juste, ça vient juste confirmer quelque chose qu'on est beaucoup à dire depuis très, très longtemps et c'est pas du tout nous qui l'avons inventé, ça existe depuis longtemps, mais c'est de la contrainte naît la créativité et de contrainte naît la liberté. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tu vois, ce que je dis souvent dans un mariage ou quand tu vas faire des photos, c'est que moi, je suis focal fixe. J'ai 2 focales fixes, 3 maximum
Et j'entends plein de monde dire: «Ouais, non, il me faut au moins il me faut un 16, un 16-30, un 24-70 et un 70-200 pour pouvoir tout faire». Mais non, parce que là, tu sais plus rien faire, tu as plus de contraintes, tu as plus de Ouais, contraintes de focale, quoi et ouais, de cette tu poses dans contrainte, un coin, tu bouges plus. c'est ça et tu y vas pas. C'est con, mais oui, quand on a juste de dire: «Bah, on n'a plus que chez nous pour faire des photos, on n'a plus que chez nous pour être créatif parce qu'on s'emmerde et voilà», on va trouver des trucs, quoi, on va trouver des putains de trucs et il y en a qui trouvent des putains de trucs. Je vais te dire, tu parles des focales fixes. Je te disais, j'ai rigolé en retrouvant mon premier mariage. Mon premier mariage, je l'ai fait au 24-70 et je suis persuadé que c'est pour ça que je regarde ça en rigolant aujourd'hui. Parce que tu vois que j'ai pas bougé et que j'ai utilisé le zoom. Ça se voit, je le vois, moi, je sais très bien ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Maintenant, tu le vois, ouais. Alors à l'époque, tu le voyais Voilà. pas, mais maintenant, tu le vois. Non, j'avais pas l'œil pour, mais Tu pas l'œil du photographe? j'avais pas l'œil du photographe, pas Oh. encore. Bien vu. J'aimerais bien, aussi, il y a une anecdote dont tu parles et j'aimerais bien avoir tout le dans ton blog et j'aimerais bien avoir toute l'histoire parce que tu l'évoques juste en une phrase. Tu dis que tu as laissé dedans dans une pièce montée. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Laisser 2 dents dans une pièce montée. Je suis très gourmand. Je pense que je dis que j'arrête de manger sur les mariages, ce que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Tu as Je dit le que tu dis à arrêtais chaque de fois, manger la pièce montée. ouais, mais la pièce montée, j'ai pas touché depuis un petit moment. C'est juste qu'effectivement un jour, j'étais sur un mariage, donc arrive la fin de la soirée, la pièce montée, donc tu fais les photos, tu commences à te relaxer un petit peu. Le pire est passé, on va dire, le plus difficile est passé. Et donc, tu vas te prendre un dessert parce que c'est normal. Tu as probablement peu mangé ou mangé très vite au lance-pierre pour rien rater. Et là, je me retrouve effectivement à croquer dans un bout de pièce montée. En plus, c'était des copains les mariés. Et je me pète une dent, Et comment? connement. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah, non, mais j'avais une dent qui était probablement fragilisée et je m'en suis pas occupé. Mmh. Depuis, je vais religieusement chez le dentiste 2 fois par an pour plus avoir justement ce truc-là parce que c'est pas très agréable, c'était pas douloureux, Mmh. mais c'était pas très agréable d'avoir un trou dans la bouche avec un petit peu de sang Mmh. dedans, quoi. Et bon, c'était un non-événement, hein, c'était pas la fin du monde, mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Tu m'étonnes. Ça fait bizarre. Tu dois aller faire la bise aux mariés et leur dire bon bah c'était super, je vais rentrer. En fait, il te manque une dent, quoi. Mais tant qu'il la retrouve pas plus tard, tu vois? Non, non, je l'avais recraché, mais je l'avais récupéré. C'est essentiel. Mais donc je ne touche plus aux pièces montées. Vous pouvez m'engager, je vous promets, je toucherai pas au gâteau. C'est dommage, il en reste toujours à la fin. Avant de passer aux questions de fin, j'avais Ouais, un truc que je voulais aussi aborder avec toi. ouais. Tu as un autre article sur ton blog qui parle d'une photo qui a été copiée de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux on va pas parler du sujet, enfin de ce sujet-là et tout, parce qu'on va pas rentrer dans une certaine polémique ou autre. Est-ce tu voulais quand on a abordé un peu le sujet avant le podcast, tu m'as dit que tu avais, souvent vécu ça dans le côté corpo et tout, le fait que des photos soient copiées, soient Alors, plagiées, tout ça? c'était pas non, c'est dans le corpo en fait, alors je te parlais pas, on s'est pas compris à ce moment-là. D'accord. J'ai travaillé dans l'immobilier entreprise pendant un certain temps Mmh. et dans l'immobilier entreprise, c'est un milieu, plein d'ego et plein de compétition. OK. Donc ça doit te rappeler quelque chose en toute logique. Il y a des gens très sympathiques et il y a des gens qui veulent gagner. Il y a des gens qui veulent gagner en Mmh. écrasant tout le monde. Et il y a plein de profils différents. Il y a des gens qui veulent simplement attirer l'attention vers toi pour qu'on les regarde pas trop. Mmh. Et donc ces situations-là, je les ai déjà vécues en fait. Ces situations où quelqu'un fait quelque chose qu'il aurait pas dû faire, Mmh. veut pas l'admettre parce que la plupart du temps en fait il suffit de s'excuser, ça règle le problème. Et on rajoute et fait des histoires pour quelque chose qui n'aurait pas de raison, qui devrait pas exister en fait, qui devrait pas se poser, pas dans ces proportions. Mmh. Donc ce que je te disais, c'est ça en fait, c'est que j'ai fait ça chez CBRE quand j'étais agent immobilier dans l'immobilier entreprise, et que si à chaque fois que quelqu'un te fait un coup tordu, tu fais la gueule, tu te bagarres et tu te lances dans une guerre, tu fais chier tout le monde parce qu'en fait tout le monde s'en fout, ça concerne que toi et la personne en face de toi. Et deux, au bout de 10 jours, tu parles plus à personne dans la boîte. C'est vrai. Mmh. Donc, c'était plus ça que je te disais. Et du coup, ta question, pardon, Bah, c'était? ma question, c'est comment déjà c'est un peu la hantise de beaucoup de photographes, on va dire. Alors, je parle pas de piquer des photos, hein, je parle pas de on nous prend une photo à nous
qu'on réutilise. Ça, c'est évidemment, c'est impardonnable et c'est impardonnable. C'est de la mauvaise foi absolue et voilà. Je parle vraiment de photos dont on s'est très, 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 très largement inspiré. Moi, j'avais vécu le truc. Alors, il y a un truc un peu différent chez moi, c'est que je fais des tutos et donc je fais des tutos pour expliquer aussi comment je fais des workshops aussi et j'explique comment je fais mes photos. Tu peux même acheter certains tutos sur mon site, pour savoir comment sont fait des photos et par exemple, il y a une fois, j'avais retrouvé on m'avait envoyé et donc j'avais pu le voir, un gars qui avait acheté un de mes tutos, puisque c'était un de mes tutos payants et c'était le tuto de ma tête découpée et en fait, le gars avait refait la photo. Bon, il avait fait à partir d'un exercice, hein, il y a pas de c'est voilà, c'était fait pour, sauf qu'il l'avait mis en expo, en vente et tu fais: «Bon, techniquement, moi, allez, je m'en fous globalement, mais c'est juste pas honnête envers ses clients, envers les gens qui pourraient acheter cette photo et surtout la façon dont il vendait son truc, enfin dont il le mettait, c'était, «Je suis le créateur de cette photo». Ouais. Oui, ils vendaient ta créativité comme la sienne. Je dis même pas que c'est forcément la mienne, parce que la mienne, je sais très bien les 2 sources d'inspiration que j'ai eues pour faire cette chose-là et il y en avait un, c'était un tuto sur juste un truc où tu coupes un bout de ta peau et un autre, c'était une affiche de court-métrage d'un festival de court-métrage, fantastique, sur Lyon que j'ai sur Rennes que j'avais adoré, où il y avait des tranches de têtes empilées les unes sur les Mmh. autres et Ouais. c'était génial, quoi. Et c'est vrai que ce truc après je vois beaucoup de choses passer. Je vois aussi, des workshops qui sont pompés Mmh. complètement sur mes workshops. J'ai pu voir des choses comme ça et il y a toujours le truc d'aller discuter avec la personne et tu vois si la personne est de mauvaise foi ou pas. Alors, Mmh. plupart du temps, soit elle se sent conne et voilà, enfin, surtout quand c'est quelqu'un qui est genre, je vais dire bien inférieur à toi, mais bien inférieur en termes d'expérience Ouais. et de créativité que toi. Peut arriver des problèmes quand c'est des personnes qui sont à ton niveau ou plus. Je l'ai eu, Ouais. alors pas envers moi, mais j'ai eu un ami qui s'est fait piquer aussi, je ne rentrerai pas dans les détails puisque cette histoire a fait un peu le tour, mais il s'est fait piquer un truc par quelqu'un d'assez connu et au final, la personne connue a réussi à faire parce que cette personne manie très bien les mots, a réussi à retourner la situation pour faire croire que c'est l'autre qui lui avait piqué ça. Et Ouais. alors que j'étais là le jour où ça s'est passé, si tu veux, le jour où le transfert d'informations s'est fait, quoi. J'étais présent, j'étais pas le seul présent, quoi. Et heu et là, enfin, moi, je sais pas pour toi, quand tu as vécu ce truc, quand tu as vu une photo plagiée, moi, j'ai ce truc, genre, il y a des fois, je suis pas violent, hein, mais il y a des fois, j'ai eu envie d'aller défoncer la personne. Ça aurait pas Alors, du tout été bon pour mon image, mais c'est ce que je te disais. Moi, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner à réagir. Je suis marié à une avocate spécialisée en propriété intellectuelle. en plus. Donc, j'aime autant te dire que je suis sensibilisé aux réactions extrêmes. Donc, premièrement, ben, j'ai vu ça, j'ai attendu. Ensuite, j'ai envoyé un message parce que tu ne peux pas laisser passer. Mmh. Concrètement, la personne en face est censée savoir qu'elle a fait quelque chose qui est pas bien. Et dans mon cas, je pense qu'il le savait. Le truc, c'est que cette histoire-là prend des proportions qu'elle devrait pas prendre, parce que premièrement, je pense très sincèrement qu'au-delà du cas général que tu es en train d'aborder, je pense que tu veux une réponse plus générale sur comment réagir dans ces Oui, situations-là. voilà. En fait, tout le monde s'en fout. Mmh. Enfin, ça intéresse personne de savoir que mon image Bien sûr. a été récupérée par un tel, dans telle circonstance, dans tel truc. La seule chose, c'est que voilà, j'ai trouvé ça pas correct. Je l'ai dit. Malheureusement, je me suis un peu fait attaquer pour ce que j'ai dit, qui n'était pas si. Enfin, bon, pour être très clair, la personne en question m'a attaqué en disant il a pété un câble, il m'a menacé d'un procès, ce qui est faux. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette histoire? Maintenant, le mal est fait. Ma photo a été exploitée commercialement dans un cadre où ça me portait un petit préjudice. Bon, est-ce que ça m'a ralenti? Est-ce que ça m'a coûté des clients? Est-ce que je saurais jamais le prouver? Voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai envie de consacrer de l'énergie à me bagarrer là-dessus? Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de consacrer cette énergie à développer du podcast, à développer mon site web, à développer ma clientèle, à développer mon côté mariage? Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc effectivement, c'est pas très agréable, ça continue à être pas très agréable, mais c'est pas de mon fait. La Mmh. réalité, elle est là, c'est que cette situation, je l'ai subie depuis le début. J'ai pas choisi de me faire plagier une photo. J'ai pas choisi que quelqu'un l'exploite commercialement.
j'ai réagi comme je pense n'importe qui aurait réagi et je me suis refait attaquer derrière. Je vais juste faire un petit aparté sur le côté, remettre l'énergie dans autre chose, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il m'est arrivé pas mal de trucs aussi, des gens qui ont enfin, comme je te dis, qui ont copié des choses, qui ont, enfin, qui ont attaqué, qui ont voilà et tout, parce qu'en tant plus tu es un personnage public, plus voilà, j'ai envie de dire c'est normal. Non, c'est pas normal, Ouais, mais non, c'est plus si, alors, logique. je suis content en fait le jour où j'ai des gens qui m'aiment pas Mmh. sur tous les domaines, parce que ça veut dire que tu as arrêté d'être lisse. C'est ça. Tu vois, c'est comme tous ces photographes, j'entends, parler «Ah ouais, non, mais les photographes de mariage qui se vendent 300 € la journée, tout ça, c'est juste pas possible. Comment tu veux qu'on vive avec des gens qui font ça et tout?» Et la réponse que j'ai toujours eue, c'est: «On s'en fout. On s'en fout de ces gens-là parce que de toute façon, ce seront pas tes clients. Enfin, les clients qu'ils auront ne seront Ouais. pas du tout tes clients». Et il y a un moment, cette énergie, cette haine que tu peux avoir enfin, ces gens-là, on peut avoir la haine de ces photographes qui sont à 300 balles. Bah, cette mauvaise Mais le énergie. client il t'aurait jamais pris toi. Il y a ça, mais le truc, c'est que cette mauvaise énergie, tu auras plus fait d'essayer, toi, de l'amener dans un truc positif, à créer quelque chose qui te mette en valeur, qui soit bien plus en valeur pour toi, plutôt que d'aller attaquer, en fait. C'est ça le truc. Non, mais alors je vais te raconter 2 histoires, en lien. Mmh. La première, il y a, 2007, 12-13 ans, je travaillais encore chez CBRE et à l'époque, quand tu recevais un appel, tu devais rentrer le client tout de suite dans le fichier. Si tu le faisais pas, c'était le premier qui rentrait le client dans le fichier qui était, propriétaire du client. D'accord. Je reçois un appel, la nana, j'ai le bâtiment parfait à mettre en face, donc je lui dis, «Super, bah, écoutez, là, je peux vous faire visiter un truc parfait, c'est pour vous, on y va tout de suite, on se retrouve là-bas». Je lui fais visiter ce bâtiment et donc j'y vais, ça colle et le petit trou de balle qui était assis en face de moi entend le truc, comprend qu'il y a un vrai coup à jouer, me voit me barrer sans avoir rentré le client dans la base de données et le crée Putain. pendant que je suis en train de faire la visite et donc bah, je me fais baiser et c'est les règles de la boîte. Donc tu peux te bagarrer, tu peux dire que c'est pas correct, tu peux dire ce que tu veux, c'est comme ça. Mmh. Tu as perdu. Et donc à cette époque-là, et c'est la première fois que je me suis retrouvé dans une situation réellement comme ça et où j'ai dit bon ben voilà truc, j'ai dit bon je peux me bagarrer avec lui, mais il est assis en face de moi, donc ça va être problématique au bout d'un moment. Ou ben je laisse tomber et puis j'apprends la leçon. Et j'ai appris la leçon et 4 ans plus tard, on s'est retrouvé dans une situation où moi j'ai fait une erreur. En fait, j'avais un bâtiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un seul client où le propriétaire n'était pas tenu de nous payer des honoraires et comme par hasard, c'était son client et c'est celui qui a pris le bâtiment. Mmh. Et donc, si on suit la correction et l'honnêteté intellectuelle des uns et des autres, j'ai fait une erreur, j'aurais dû l'assumer et lui dire bon bah écoute, tu prends plus et je prends moins. Et puis voilà. Sauf que bah, c'était le mec qui m'avait baisé la gueule comme ça 5 ans avant ou 4 ans avant. Mmh. Et il m'avait baisé la gueule pour 5 000 € de commission. Donc tu vois, c'était pas un petit montant, mais c'était pas énorme. Et là, on parlait plutôt de 40 000. Et là, j'ai dit, ben voilà, écoute, je devrais. Mais il y a 4 ans, il s'est passé ça. Mmh. Donc je vais pas. Ça se règle. Ça se Ça se rétablit. règle tout seul. Mmh. Ça se rétablit tout seul à un moment. Peut-être ça arrivera jamais, mais le jour où ça arrivera, tu sauras. Tu Mmh. reconnaîtras l'opportunité de dire voilà, et en plus personne ne pourra rien te dire parce que tu l'auras fait dans les règles. Donc voilà. Et la deuxième par rapport à l'énergie que tu peux consacrer, c'est qu'il y a quelques années j'étais en froid avec un employeur qui a décidé que je devais partir mais qui voulait pas le dire clairement et qui a essayé de me faire partir un petit peu salement. Et à l'époque j'ai simplement pris un avocat, une avocate plus précisément, et je lui ai délégué le dossier. Elle m'a dit écoute, je m'occupe de tout et toi prépare demain. Mmh. Et donc j'ai préparé demain, c'est comme ça que j'ai lancé ma boîte. Donc tu vois, finalement, toute cette énergie que j'aurais pu consacrer à me battre pour avoir raison, bah, finalement, j'ai payé une avocate qui m'a eu un très bon deal et j'ai créé ma boîte et j'ai avancé pendant que j'aurais dû être immobilisé par ça Mmh. et finalement, ben, je m'en suis plutôt pas mal sorti. Donc la réalité, demande-toi toujours ce que tu as à gagner à réagir. Mmh. S'il y a quelque chose d'immédiat et que ça a un vrai intérêt, ben, ça vaut le coup. S'il y a rien dans l'immédiat, franchement, laisse tomber quoi. Ouais. Enfin c'est ça ma politique à l'heure actuelle. Si on reprend le cas que tu évoquais, il y a des histoires qui se sont passées récemment. Ma réaction, c'est de pas forcément réagir.
La conversation entière, elle est disponible quelque part sur mon site. Si quelqu'un est intéressé et veut la trouver, ben, il peut la trouver et il peut se faire son idée. Et voilà. Je, En fait, pas grand-chose à ajouter. c'est vraiment le truc de choix. En fait, c'est là où c'est compliqué, c'est de pas laisser parler son ego à ce moment-là, mais son mauvais ego. Le truc «C'est pas juste, donc je vais me défendre» et d'être plus intelligent que cet ego qui parle, que ce mauvais ego qui parle et de réfléchir comme tu dis et de savoir: «Qu'est-ce que j'ai à y perdre? Qu'est-ce que j'ai à y gagner?» Et est-ce que ce Mais temps-là, il sera pas mieux mis à côté, quoi? cet ego te donne tort parce qu'en fait, cet ego, c'est celui qui te dit d'aller mettre une tarte dans la gueule du mec qui t'a causé du tort. Mmh. Et c'est là, c'est toi qui as tort. Alors qu'en réalité, voilà, enfin, je pourrais te donner 10 exemples de trucs où quelqu'un m'a fait du tort et j'ai laissé pisser. Et puis voilà, finalement, ça s'est réglé. Des fois, il s'est rien passé, il passera peut-être jamais rien, et voilà. Mais la vérité, c'est quel est mon intérêt aujourd'hui. Et mon intérêt aujourd'hui, ben, c'est que j'ai un business à développer, j'en ai même deux à développer, et que j'ai l'opportunité de les développer, et que je vais me focaliser là-dessus et pas sur le reste. Et puis voilà. C'est ça. Les gens parlent, ils parlent. De toute façon, voilà. Encore une fois, c'est un sujet qui n'intéresse a priori personne, et c'est peut-être la difficulté de la plupart des gens, c'est aussi d'arriver à comprendre combien de gens sont vraiment intéressés par ça. Ah, C'est si on croit les ventes de magazine People, beaucoup, mais heu, Oui, mais mais au final personne, quoi. on parle d'un truc très précis, de quelqu'un qui est pas particulièrement connu. Donc je veux dire, c'est, Oui, non, moi bien sûr. moi je vois des histoires de copies. Enfin, je sais pas si tu as déjà lu Petapixel, un site qui s'appelle Pas trop, Petapixel? je connais, mais je lis pas Alors, trop. c'est un site américain pour ceux qui connaîtraient pas, où tous les articles sont des articles invités. Donc c'est pas eux qui rédigent leurs articles, ils reprennent du contenu d'autres personnes, et donc n'importe qui peut soumettre ces articles. Et donc ça a des bons et des mauvais côtés. Le bon, c'est que ça couvre absolument tout. Donc tu découvres des vidéos YouTube extraordinaires et des choses et certains photographes extraordinaires. Et puis tu as un peu Monsieur Tout le Monde qui peut écrire son article et dire ben, il m'est arrivé ça et tout. Et la plupart des articles de petits, Mmh. entre guillemets, c'est ben un tel a copié ma photo, un tel a fait truc, un tel a fait ça. Et à chaque fois que je vois un article comme ça, je me dis mais on s'en fout en fait. Là, tu es juste en train de te venger. Il y a rien de constructif dans ce que tu fais. T'es en train de taper sur un mec et t'es en train de le pointer du doigt pour dire regardez, il a fait ça, c'est pas bien. T'es en train d'essayer de lui mettre la honte. Moi, je m'en fiche en fait. Je connais ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ça apporte? Désolé d'avoir fait le comme ça dans le micro. Je sais que c'est pas très agréable à entendre. Refais-le une troisième fois. Voilà, c'est devant. Comme ça, je t'en veux et puis pouvoir te démolir dans l'introduction et dans l'outro. Le moteur va me détester. On va passer aux questions de fin. J'ai 3 Ouais. questions de fin à te poser. La première va te faire, sûrement un peu enfin, tu auras sûrement une anecdote à parler, dessus, enfin à dire dessus. C'est quel est ton objectif, ta focale préférée? Ma focale préférée, je suis en Fuji, c'est le 23 mm f1.4. Donc c'est un équivalent 35 mm. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote à me dire dessus ou pas? J'ai une anecdote à te dire dessus, parce que c'est ta faute effectivement Sans de le m'en le parler. le Je je comprends même pas que je l'ai pas vu arriver cette question. Il y a 4 ou 5 ans, tu as fait une intervention sur le salon de la photo. Et j'étais dans le public. Et c'était le moment où je m'intéressais sérieusement au mariage. Et tu as eu où tu parlais des focales et des façons de fonctionner des photographes. Et je précise que c'est plus dû à une incompréhension de ma part qu'à une imprécision de la tienne. Et tu as dit cette phrase qui était, il y a deux types de photographes de mariage. Il y a ceux qui sont près de leur marié, qui utilisent le 24-50, et il y a ceux qui sont plus loin de leur marié, qui utilisent le 35 et le 85. Et moi, je suis près de mes mariés, donc j'utilise le 24-50. Donc je dis, bon, ben, le mec, il a l'air de savoir ce qu'il fait, je vais faire comme lui. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et il y a quelques temps, l'été dernier, je fais une formation avec Fearless Photographers et un photographe américain qui s'appelle Tyler Birken. Et je regarde ces photos, et c'est là que j'ai commencé à me poser cette question. C'est pour ça que je la pose tout le temps dans le podcast d'ailleurs. Je vois le type de photo que tu fais, mais qu'est-ce que tu utilises comme focale pour arriver là? Et il me dit, 35 mm. Et il se trouve qu'en même temps, il critique tes photos, donc il te demande d'envoyer 150 photos. Évidemment, ils sortent les photos qu'ils estiment les moins réussies pour te pointer ce que tu fais de travers. C'est pas pour le plaisir de te taper dessus, mais tu te prends quand même une belle fessée devant les 15 personnes qui sont dans la salle, et tu fais pas trop le mariole. Et il me dit, mais enfin, tu m'as demandé l'autre jour et tu me dis que tu aimes bien les photos que je fais. Et toi, pourquoi tu fais des photos au 16 mm Fuji, donc au 24 mm?
Et je dis, parce qu'un jour, voilà, j'ai vu un photographe qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait, et il a dit ça. Et il me dit, écoute, essaye le 35-85. Tu Donc l'as pas démoli auprès de lui, j'espère quand même. j'ai même pas dit ton nom, mais je me suis rendu compte en fait qu'il avait fait ce choix. Alors que très ironiquement, quand je fais encore un petit peu de photos de boîte de nuit, je l'ai fait au 35 millimètres toutes, et je suis hyper à l'aise au 35 millimètres. Et voilà, c'est ma focale, je le sais. Mmh. Mais pourquoi je me suis mis dans les mariages à tout faire comme ça? Parce que je t'avais entendu dire ça et que tu avais l'air tellement sûr de toi en disant, moi je suis proche de mes mariés et je fonctionne avec le 24-50, que je suis resté scotché là-dessus. Et donc il se trouve qu'après cette formation, j'ai eu qu'un mariage depuis cette formation. J'ai eu beaucoup d'événements entreprises, mais un seul mariage. J'ai fait ce mariage donc à l'équivalent 35-85, donc au 23 et au 56 mm Fuji, et que effectivement j'ai été très désarçonné au départ, mais que je suis beaucoup plus content du résultat et que ça me correspond mieux. Et que donc effectivement, j'ai écouté un photographe plus connu que moi et plus expérimenté que moi. Je l'ai mal écouté, et j'aurais dû écouter qu'il y avait deux types de photographes, que lui était comme ça, mais que c'était pas forcément mon cas. C'est vraiment un truc que j'essaye de répéter le plus possible, hein, mais les conseils qu'on donne, c'est toujours des conseils qui marchent pour nous et j'essaye toujours de généraliser un petit peu plus pour que d'autres personnes puissent aussi, voir d'autres choses. C'est aussi pour ça que c'est l'intérêt de ce podcast, de discuter avec d'autres personnes qui ont d'autres façons de voir, pour faire tout ça. Mais le plus important, c'est de tester tout et de «rien croire» entre guillemets sur parole, juste d'essayer et de trouver sa propre voie parce que tout peut fonctionner tant que c'est cohérent avec ce qu'on est, mais comme tu là, le 24-50 était pas cohérent avec ce que tu es et ça marchait Ouais. pas du coup. Et le 24-50, je m'y suis accroché aussi longtemps, enfin le 24 en l'occurrence, je m'y suis beaucoup accroché aussi parce que j'avais toujours peur de pas avoir assez de recul. Tu sais, t'es dans une mairie, tu as envie de prendre tout le monde en photo, et je pense aussi beaucoup accroché à cause de ça. Et finalement, c'était un tort parce que quand j'ai bossé en équivalent 35, je te dis, j'ai un petit peu perdu mes repères au départ, Mmh. mais ça a pas duré longtemps. 2e question, ton Ouais. moment de mariage préféré? Alors je dis bien un moment précis, donc d'un mariage précis et pas un moment général, hein. Mon moment de mariage, un Ouais, moment dans un mariage que j'ai ouais, préféré? Alors, mon meilleur moment de mariage vécu, je sais pas, mais le moment qui m'a fait le plus rire, ouais. Heu, c'est un mariage à la campagne. Donc on est dans une grange, c'est une ferme bio qui organise tout, c'est hyper joli. Il y a des animaux qui se baladent, et parmi les animaux, il y a une énorme truie, mais énorme, monstrueuse, plus Mmh. grosse que moi, et tout le monde est en train de manger. Il faudrait que je sorte cette photo d'ailleurs un jour, mais j'ai jamais osé publier parce que la mariée est un peu connue. Tout le monde est en train de manger, elle se met juste devant les tables et elle se met à pisser, et quand je te dis elle se met à pisser, elle se met à pisser à 1 mètre derrière elle. Et je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie. Tout le monde est en train de manger, tout le monde la regarde, t'entends oui, 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 oui. Et tout d'un coup, tu la vois qui se met à pisser, et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de rire. Et c'était vraiment, vraiment drôle. Après, mon moment préféré du mariage, Bah, c'est déjà pas mal ça. j'y ai pas réfléchi. Non, c'est le moment le plus drôle. J'y ai pas réfléchi à cette question. En général, c'est une question que je pose aussi, et en général, je demande aux gens d'y réfléchir avant, parce que Bah, je sais que c'est pas facile de pour moi, dire il y a ça pas à y sur le coup. réfléchir, c'est le premier truc qui te vient en tête. Donc si c'est ça le premier truc Ouais. qui t'est venu en tête, c'est que c'était, C'est le moment le plus drôle, et vraiment, c'est la plus grande rigolade que j'ai connue. Après, non, dans les prestats liés au mariage, ce que je préfère faire, c'est mmh, les demandes en mariage. Ça m'est arrivé quelques fois. ouais. Mais Et j'ai eu on est ah d'accord, tu vas raconter parce que là sinon, je veux pas de moment générique, hein, je veux vraiment un moment non, c'est pas un spécifique, moment hein. générique. J'ai eu un couple qui vivait à New York. C'est des Mexicains qui vivaient à New York, où on s'est calé par email et par Skype. Mmh. Et il a fait sa demande à Paris, place des Vosges, et donc je les attendais tous les 2 place des Vosges avec la boule au ventre, parce que j'avais vu que des photos d'eux et que je savais pas vraiment à quoi ils ressemblaient, ce moment en fait où je l'ai vu passer devant moi, me regarder avec insistance, et où j'étais me placer pour prendre la demande en mariage. Je trouvais que c'était un très beau moment, et elle était tellement émue en fait qu'elle a dû s'asseoir. À un moment, j'ai dit: «Écoute, tu sais quoi? Assieds-toi, prenez 10 minutes, un quart d'heure à vous 2, et passer un petit moment pour le savourer sans m'avoir dans les pattes.» Et ils se sont posés. Ça, je pense que c'était un très joli moment à vivre, à voir. OK.
3e et dernière question? C'est une nouvelle question. La troisième question, je la teste encore, je ne sais pas trop laquelle c'est, je les cherche et donc la troisième, c'est, quel est ton but, heu, dans ta vie ou dans ta société, enfin dans ton activité, enfin on est plus quand même dans ton activité, mais plutôt pour toi, pour les 2 ans qui arrivent? Tu m'aurais demandé mon but général, j'aurais su te répondre dans les 2 ans qui arrivent. En fait, je suis dans une année de transition parce que comme je te l'ai expliqué, je viens de perdre un de mes gros clients, et j'en ai un deuxième qui est un petit peu en difficulté. Donc sur 3, ça commence à faire beaucoup. Mmh. Donc là, dans les 2 ans, le but, c'est, 1 de me remettre à prospecter parce que, la vraie difficulté, en événementiel aussi, c'est que quand tu as des gros clients, tu peux pas en prendre trop, tu peux pas avoir 5, 6 gros clients. Tu es Mmh. obligé de dire non à un moment, donc tu en as 3 à la fois et comme c'est venu de manière un petit peu subite, tous ces problèmes, ben, faut que j'en retrouve au moins un, et que je soutienne l'autre. Mmh. D'ailleurs, le coronavirus va peut-être sauver la peau de l'autre, client qui est en difficulté. C'est un salon et ils sont en concurrence avec le salon qu'ils organisaient avant. Mmh. Et en fait, le salon qu'ils organisaient avant devait se tenir pendant le coronavirus. Donc D'accord. ils ont été annulés. Ça leur laisse un grand boulevard et je croise les doigts Mmh. pour qu'eux soient épargnés par ça. Dans les 2 ans, c'est d'arriver de manière stable à une douzaine de mariages par an. Sur C'est quel, en plus de tout le reste. sur quel budget moyen? Sur un budget, on va dire de 2005, aujourd'hui, je tourne plutôt autour de 2000. D'accord. Je suis pas forcément, le plus cher du lot et je pense que je suis même un des moins chers. Non, pas Mais vraiment. non? Non, non, il y en a Ah ouais? beaucoup à beaucoup moins. D'accord, moi je pensais. Mais voilà, ouais, si je peux commencer à taper dans les 2005, ce serait pas déconnant. Et ton but général, du coup? Mon but général, d'être heureux. Ouh, c'est un grand but ça, c'est est-ce que c'est atteignable? Ouais, mais tout dans ma vie est fait pour ça en fait, c'est d'être léger et d'être heureux. C'est-à-dire que de la même manière que j'essaie d'alléger mon sac, j'essaie d'alléger mon armoire à matériel, Mmh. j'essaie d'alléger, tout ce que j'ai, dans ma vie. Tu vois, il m'est arrivé un truc il y a pas longtemps, qui m'a beaucoup fait rire. Je sais pas si tu sais ce que c'est les BNI? Si, les C'est, les les réunions de professionnels, autour d'un petit réunion déjeuner. professionnelle de business. En 2010-2011, j'ai quitté le monde, corporate et je me suis fait 2 promesses. La première, c'est que je travaillerai plus jamais à la défense. J'ai Mmh. j'ai raté cette promesse parce que j'ai refait des shootings à la défense et finalement, je suis bien content d'y retourner. Oui, ça va, si La c'est une fois. deuxième, je n'aurai plus jamais de réunion et d'objectifs, à tenir. Mmh. Et donc j'ai un pote qui m'invite à cette réunion, BNI sans me dire ce que c'est. Donc c'est jeudi matin à 7h du mat Mmh. dans un Novotel, d'une des portes de Paris et j'arrive et je me retrouve dans une réunion où les mecs doivent s'expliquer en objectifs chiffrés sur ce qu'ils ont fait pour, entretenir le réseau, et je me dis: «Mais vous voulez vraiment que je vienne à ça?» Mmh. Tous les jeudis matins, alors que j'ai 2 gosses, que, il faut les amener à l'école, à la crèche, que voilà, c'est pas possible. J'ai juré de plus faire ça. Donc mon objectif, c'est de me débarrasser de tous ces trucs-là, Mmh. de tout ce qui me pèse, que ce soit, physique, que ce soit mental. Faut savoir lâcher prise sur certaines choses. En plus, aujourd'hui où j'ai le temps de le faire, je peux dire que je fais un gros, gros ménage et donc le but de ma vie, c'est, d'être plus léger pour être plus heureux, à tous les niveaux. C'est marrant, on en parlait un petit peu avec Franck Boutonnet dans un des derniers podcasts, où il parlait d'épurer sa liste de contacts et les gens qu'on côtoie et tout, mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est un tra et le pire, c'est que c'est un travail de tous les jours, quoi, parce que, on a tendance facilement à accumuler, accumuler, accumuler et c'est comme perdre du poids, hein, quand tu as tendance plus facilement à en prendre et ben, tu as du mal à en Ouais, perdre et j'en sais quelque chose ouais. et c'est un effort monstrueux. J'ai le même problème. Mais, tu vois, hier, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai pris tous les gens dans ma liste Facebook qui parlaient sans arrêt du coronavirus, du gouvernement, du machin, du truc, du bidule. Je les ai masqués. Ça fait du bien. Après moi je suis radical, hein, c'est que j'ai caché tout le monde. Ouais, Sauf Jessica, sinon elle me tue. J'ai caché tout le monde et tu as une appli alors et j'ai vu que Facebook arrivait dans son nouveau design là. Malheureusement l'appli l'extension Chrome ne marche pas, encore avec le nouveau design, mais avec l'ancien design, tu as un truc qui s'appelle News Feed Eradicator et en gros, tu ne vois ouais. plus rien. C'est-à-dire que tu ne vois absolument plus rien de ce OK. que de ce que disent les Peut-être gens que c'est et c'est comme si tu coupes le JT, tu coupes tout ça et heu mmh. et là, tous les jours, par contre, je fais plus, tous les jours, je vire des gens de mes contacts. Comme ça, au moins, Ouais, là, c'est fini. j'en suis pas encore là parce que, ben, je suis en phase de lancement du podcast, donc Mmh. Bien sûr. j'ai besoin de tout le monde. Mais, non, puis j'aime pas virer les gens, tu sais jamais ce qui peut se passer demain. Il y a des gens, dans ma vie que j'ai pas toujours, traités avec considération, qui à un moment m'ont tendu la main.
Mmh. À un moment, ils étaient pas obligés de le faire, à un moment où, ils auraient pu mettre le nez dedans. Alors j'ai jamais été méchant avec les gens, mais des fois tu ignores des gens, pour, une raison X ou une raison Y, et ces gens-là, dans des périodes où j'avais besoin qu'on me tende la main, m'ont tendu la main, et ça je m'en rappelle. Donc du coup, j'ai tendance à pas aimer effacer les gens, Mmh. heu, mais voilà, c'est, Après, il y a une différence entre les gens avec qui tu n'as jamais eu aucun contact et qui t'ont juste rajouté sur Facebook comme ça, que les gens qui t'ont enfin, si j'ai déjà eu des contacts avec les gens et que ça fait plus de et que ça fait pas plus de 10 ans ou de 7 ans ou de 5 ans, enfin, voilà, enfin, ouais. si ça a été un contact il y a 5 ans, ça sert pas Oui, tu peux oui, ça sert pas à grand chose, mais voilà, enfin, en tout cas, ce que j'essaie d'éviter, c'est les messages négatifs, c'est les gens qui se plaignent tout le temps. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu peux rien faire, laisse tomber. c'est ça. C'est, Et ce que le tu mot as de la écrit, fin. je crois, sur un de tes blogs et qui est vrai, j'ai entendu beaucoup ça, c'est, «Si tu ne peux rien y faire ou si tu ne veux rien y faire, arrête de te plaindre». J'ai un pote qui disait ça, en fait, hein. J'avais cette tendance-là, pareil, de râler pour tout et pour rien et pour truc, et un jour, il m'a pris entre 4 yeux, il m'a dit: «Écoute, voilà, c'est facile. Si tu peux résoudre le problème, fais-le. Mmh, Si tu peux pas résoudre le problème, arrête de m'en parler». mmh, Et là, tu fais: «Bon, tu rien à dire, tu peux rien répondre à ça». mmh. Il a raison. Et donc depuis, je l'applique, alors avec plus ou moins de succès, parce que tu as toujours, les nerfs, qui peuvent, prendre le dessus. Mais voilà, tu changes pas, tu fais pas changer les gens d'avis, tu peux pas influencer quelqu'un qui a pas envie d'être influencé. Ça, je suis plutôt zen par rapport à ça, et j'ai plutôt tendance à esquiver ce genre de discussion qu'à les garder dans ma tête. On finit par, où est-ce qu'on peut te retrouver? Même si on en a parlé au tout début déjà. On peut me retrouver sur julienpasternak.com, côté mariage, et .fr, côté corporate. On peut me retrouver sur dlodp.fr, donc dans l'œil du photographe, c'est les initiales, D'accord. pour le podcast, où, ben, au moment où cet épisode paraît, le tien devrait être, en ligne du coup de mon côté également. Donc, vous aurez une interview croisée, très intéressante, j'espère, On va essayer de le en tout cas sortir, qui vous intéressera, j'espère. je vais essayer de le sortir toi d'abord et puis moi juste après, comme ça, Voilà, on va se synchroniser, comme ça ressemblera à quelque chose. mmh. Et voilà, je pense que j'ai tout dit Instagram pour peut-être? Facebook? Instagram, Julien Pasternak, Mmh. et dlodp.fr, pareil, pour le podcast, parce que je D'accord. m'y suis je m'y suis enfin Tu as fait un Instagram, pour ton podcast? j'ai fait un Instagram pour mon podcast sur les conseils de quelqu'un qui s'y connaît et D'accord. qui a bien raison. Mmh. Et du coup, je commence à avoir l'identité visuelle du podcast qui sort également, donc du coup, ça me permet de tester pas mal de choses, Mmh. et d'essayer une communication un petit peu différente. Et ben, merci beaucoup Julien. Merci à toi. Et puis, bah, moi je vais rester un petit peu, j'ai encore des petites choses à vous dire et faire une outro comme d'habitude et puis, bah, on te retrouvera sûrement peut-être un jour à discuter tout ça et en tout cas, les liens sont dans la description et allez voir, bah, mon podcast avec toi, donc dirigé par toi, sur ton podcast et comme ça vous aurez cette interview croisée. Merci Sébastien. Merci Julien. Un grand merci à toi Julien d'avoir pris ce temps pour venir sur ce podcast, pour discuter de ton métier, de toute la façon dont tu le fais. Encore merci à toi aussi de m'avoir invité sur ton podcast. Vous avez tous les liens dans la description et moi je vais vous dire aussi que vous pouvez partager ce podcast à un autre photographe ou à quelqu'un qui a envie aussi de se lancer dans la photo, même dans la photo pro, hein, pas forcément que la photo de mariage, je suis sûr que ça pourra l'intéresser. Laissez une évaluation 5 étoiles à ce podcast si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de vous lire, même si je ne peux pas vous y répondre directement. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la communauté Oui, je le veux. C'est une communauté de photographes de mariage que j'ai créée, dans laquelle je donne beaucoup de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos, surtout en période de confinement où il y a eu pas mal de nouvelles vidéos. Vous pourrez aussi rencontrer plein d'autres photographes de mariage ou des photographes de mariage en devenir, ou d'autres photographes professionnels tout court, peut-être pas très loin de chez vous, avec qui vous pourrez discuter et que vous pourrez voir directement à la fin de ce confinement. Je vous fais des bisous, vous prenez soin de vous, faites des photos, sortez de votre zone de confort, amusez-vous et signez des mariages parce que même pendant cette période de confinement, alors à l'heure à laquelle j'enregistre, on peut continuer à signer des mariages. Allez, bonne journée et à très vite, que ce soit sur ce podcast, sur la chaîne YouTube ou sur le site directement du guide du photographe de mariage.fr ou sur F1.4 ou sur plein d'endroits différents. Allez, bisous, au revoir.